Bonsoir à tous, bienvenue, je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste et je serai avec vous pour les 2 heures que va durer ce débat. Nous avons invité pour donc discuter de la place du jeu dans les politiques culturelles 3 invités qui ont 3 parcours, 3 horizons, 3 profils différents, très complémentaires. Monsieur le maire l'a dit, vous êtes plusieurs professionnels dans la salle. Ça n'est pas pour autant qu'on va partir dans un trop grand degré de technicité, ça n'est pas le rôle de place publique. On s'adresse à tous les publics, mais il va y avoir un niveau de compétence quand même assez élevé, et ça va être mon rôle de vous y amener, ou en tout cas de freiner les ardeurs si on part dans du trop complexe. Le complexe, c'est autour du jeu. Alors le jeu, on est tous des familiers du jeu. On joue en semaine, on joue le week-end, ne serait-ce que sur une petite appli sur le téléphone. C'est déjà du jeu. Des charades, c'est déjà du jeu. Ça commence en fait inconsciemment. C'est pas un plateau de jeu qui fait le jeu. Ça imprègne beaucoup de choses et d'habitudes dans nos vies. Et puis les politiques culturelles, ça c'est un sujet par lequel j'aimerais commencer très rapidement. Qu'est-ce que c'est une politique culturelle et en quoi le jeu a à faire avec les politiques culturelles? Comment les deux s'associent? Le thème de ce soir est une formulation inattendue. Quand le jeu s'invite dans la politique culturelle, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensible à ça. Et j'aimerais vous amener, ceux qui ne le sont pas encore, à cette sensibilité et vous montrer comment le jeu, via les ludothèques que vous connaissez déjà sûrement, est déjà très présent dans les politiques culturelles à tous les échelons, de la ville jusqu'à l'État, le ministère de la Culture. Voilà, j'ai plusieurs choses à vous dire, puisque finalement, ce débat n'est pas là par hasard. Il prend place dans le cadre du Festival des Jeux de Saint-Herblain, qui se tient chaque année donc dans la ville depuis une quinzaine d'années. Il a lieu cette année, du 11 février au 24 février. Vous trouverez dans toute la ville beaucoup d'animations autour du jeu pendant toutes les vacances scolaires, plus un grand week-end de clôture à la Carrière les 2 et 3 mars. Ça, je vous le repréciserai. Et puis, c'est un festival qui est donc organisé avec le réseau des médiathèques et ludothèques municipales de la ville de Saint-Herblain. Alors, nos 3 invités, je vais vous présenter pour commencer, mais vous nous expliquerez aussi un peu plus en avance vos profils, d'où vous venez, pourquoi le jeu et quelles sont vos activités autour du jeu. Michel van Langenhonct, bonjour. Vous venez de Bruxelles. Bonsoir. Où vous êtes enseignant en sociologie et politique de l'éducation dans une école de l'enseignement supérieur belge qui est la Haute École Bruxelles-Brabant. Et vous êtes aussi président d'une association qui s'appelle Ludo. Oui, absolument. Donc la Haute École de Bruxelles-Brabant forme les enseignants, donc tout simplement. Et dans ce cadre-là, nous avons créé une spécialisation du niveau Bac plus 4, en fait, pour préparer les enseignants à utiliser le jeu en classe. Et donc ce sont des dimensions alors de ludopédagogie avec des connaissances annexes en ludothéconomie et en game design, donc le fait de créer des jeux avec une visée spécifique dans ce cas. D'accord. C'est un diplôme à part entière auquel vous formez ou c'est une discipline dans le cadre d'un diplôme? C'est un diplôme de spécialisation à part entière de niveau Master 1 et les étudiants qui souhaitent poursuivre le Master 2 vont alors à l'Université de Paris 13. D'accord. Et là, ils poursuivent leur cursus pour avoir le grade de Master. D'accord, très bien. On aura l'occasion d'en dire un peu plus, évidemment. Pour l'instant, je finis les présentations et puis on rentrera dans la discussion. Certainement. Antoine Orex, bonjour. Vous êtes animateur et ludothécaire à la Maison des Jeux de Nantes, qui est une association à Nantes. Qu'est-ce qu'elle propose, la Maison des Jeux? Alors, la Maison des Jeux, c'est une association d'éducation populaire. Donc, nous, on agit pour proposer des animations dans des événements. On intervient dans des festivals. On est partenaire du Festival des Jeux de Saint-Herblain. Et on est aussi une association ressources. C'est-à-dire qu'on va être un soutien pour les gens qui utilisent le jeu dans leur pratique professionnelle, mais qui ne sont pas des spécialistes du jeu. Donc, ça peut être des animateurs en centre de loisirs, ça peut être des instituts. Donc on va leur proposer de l'accompagnement, de la formation ou de la location de matériel pour les aider à utiliser mieux et plus le jeu dans leur activité. Dans leur activité. Très bien.
Merci beaucoup. Et Vincent Bonnard, bonjour. Vous venez d'Île-de-France, vous êtes responsable de la ludothèque de Bonneuil-sur-Marne. Oui, tout à fait. En plus, vous rédigez des articles dans un magazine spécialisé qui s'appelle Plateau. C'est bien ça. Et je continue, vous êtes aussi auteur de jeux. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une activité exclusivement consacrée aux jeux, votre vie. Voilà, j'ai travaillé du coup, alors j'étais jusqu'à l'automne dernier en fait responsable de l'espace ludique Marcel Aimé qui est situé à Issy-les-Moulineaux. Ouais. Voilà, je suis arrivé à l'automne du coup à la ludothèque de Bonneuil avec une spécificité assez intéressante, c'est une organisation par territoire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la ludothèque n'appartient plus à la municipalité, mais a été transférée au territoire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je m'assois avec vous, évidemment. Je ne vais pas rester debout pendant ces 2 heures à vous regarder et à vous écouter. Je vais vous regarder et vous écouter assis. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet en posant la question qui reformule le titre, en fait. Qu'est-ce que le jeu a à voir avec les politiques culturelles ? Ou qu'est-ce que les politiques culturelles viennent faire dans le jeu ? Voilà, aidez-nous déjà à déblayer pour ceux qui débarquent et qui n'ont eu de lien avec le jeu qu'un passage une fois dans une ludothèque. Bon, bah. Non mais j'y vais franchement. On attaque sur tous les coins du vocabulaire de ce titre. Il faut peut-être revenir du coup un petit peu sur la genèse. Donc en fait, le jeu au sein des collectivités est arrivé avec les ludothèques. Arrivé avec les ludothèques. Alors la première, si je ne me trompe pas, c'était du côté de Dijon dans les années 68. Ah oui. C'est bien ça. Oui. Et en fait, ça s'est développé par la suite. Alors à travers un maillage associatif. À travers notamment des réseaux d'éducation populaire, et puis à travers les territoires, avec dans un premier temps, en tout cas dans 2 temps, des structures qui ont été apparentées, affiliées aux services enfance, aux services sociaux, et puis d'autre part des structures qui ressemblaient déjà un petit peu de loin à des médiathèques, avec là une dimension un peu plus culturelle, et une approche culturelle. Michel ? Oui, je reprécise en élargissant à d'autres pays. Donc, le mouvement des ludothèques est né dans l'après-guerre en Scandinavie, Suède, Danemark. Et c'est suite à un voyage au Danemark que le responsable culturel de Dijon a créé sa ludothèque, effectivement. Et le mouvement s'est répandu assez rapidement alors à la fin des années 60 et années 70 dans les différents pays européens. Et pour ce qui concerne la Belgique, il y a une spécificité dans la mesure où les pouvoirs publics ont d'emblée institué la reconnaissance des ludothèques dans le domaine culturel des bibliothèques, comme étant en fait une possibilité de subventionnement supplémentaire à partir du moment où on ouvrait une section ludothèque dans sa bibliothèque dès l'année 1972, avec un règlement institué. Donc évidemment, le cadre est un petit peu différent, et d'un pays à l'autre, on voit que les ressources par rapport aux ludothèques et aux jeux ne sont pas issues des mêmes domaines publics, le jeu étant protéiforme et prenant beaucoup de ressources possibles, forcément se retrouve dans beaucoup de domaines avec des casquettes parfois ni d'un côté ni de l'autre. Ça peut être dans le social, ça peut être dans le culturel, ça peut être l'enfance, les loisirs, et donc c'est au coup par coup en fait, et d'un pays à l'autre les connotations sont différentes. Vous voulez dire qu'il y a une difficulté à le ranger dans une case budgétaire pour une ville ? Absolument. Donc il y a d'un côté la visée stratégique de l'association, puisque à la base c'était des initiatives associatives ou individuelles qui sont reconnues par la suite, ou alors lorsque l'État va vraiment prendre une initiative, comme c'était le cas en province de Luxembourg en Belgique, là évidemment l'Institut crée la fonction en quelque sorte. Et là il se fait que c'était dans la culture, mais c'est un cas un peu isolé. L'éducatif prend souvent le pas, et l'éducation formelle notamment. Donc l'enseignement et l'apprentissage est un autre champ
porte d'entrée pour le jeu. D'accord. Vincent ? Pour résumer ça en une citation, en fait, mon ancien employeur, monsieur le maire André Santini, du coup, a déclaré à un congrès de l'Association des ludothèques de France que la ludothèque était ce qu'on payait en dernier quand on avait terminé son budget. Voilà. Alors qu'en fait, à ici, il avait déjà du coup une vision assez ambitieuse de ce que les ludothèques pouvaient être avec 2 équipements sur sa ville. André Santini, il a toujours le sens de la formule. Mais, Antoine ? Oui, avant que ça ait été aussi des choses qui soient institutionnalisées, en fait, juste jouer, c'est quelque chose qu'on se transmet de personne à personne, en fait. Donc, quand on a un jeu, on va l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc ça, de base, c'est déjà forcément lié à la question de l'éducation populaire. Donc ça a été, avant même qu'on ait réfléchi à la question, c'était une pratique qui se faisait et qui s'est ensuite fédérée par le milieu associatif, les mouvements d'éducation populaire. Ça fait 4 fois que vous dites expression populaire, 3 fois Antoine et 1 fois Vincent. Expliquez-nous ce que c'est, s'il vous plaît. La place que ça a dans l'histoire française d'après-guerre. Alors, l'éducation populaire, je vais faire rapide. Hein, oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. En fait, c'est toutes les manières d'apprendre, de se transmettre des choses, mais qui ne soient pas institutionnelles. C'est-à-dire que c'est de pair à pair, au sens où on est au même niveau entre la personne qui transmet son savoir et la personne qui reçoit son savoir. Donc, c'est les apprentissages qu'on peut avoir quand on va apprendre à faire de la comptabilité parce qu'on est devenu le trésorier de son club de foot ou des choses comme ça. Voilà. Et donc après, il y a beaucoup d'autres définitions plus complexes à faire. Mais nous avons une tradition assez proche que nous appelons l'éducation permanente des adultes. Le chapeau est un petit peu plus restreint et j'ai l'impression les budgets encore beaucoup plus, mais bon. Alors, on a commencé la discussion. Une chose que j'ai oublié de vous dire et qui est pourtant essentielle, c'est que vous pouvez prendre un micro. Il y a un micro qui est à votre disposition ici et ma collègue peut vous l'apporter. Il vous suffit de lever la main. Je vous regarde régulièrement. N'hésitez pas à lever la main. On pourra vous apporter un micro. Vous participez à la conversation. Vous apportez un éclairage, un commentaire. Vous posez une question. Tout au long du débat, ça n'est pas cantonné à la fin de ces 2 heures de débat, mais à tout moment, encore une fois, dès maintenant, si vous le souhaitez. On continue le jeu. Je vous entendais quand on discutait juste avant de commencer, vous disiez le problème aussi, c'est que le jeu est associé à l'enfance et que les ludothèques doivent s'adresser à tous et pas seulement être un lieu pour les enfants. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est un défaut qu'ont encore les ludothèques ? Et si oui, comment lutter contre ça ? Que peuvent les pouvoirs publics pour faire que le jeu se répande plus largement dans les classes d'âge ? L'évolution est notoire quand même depuis maintenant 15 ou 20 ans et ça s'accélère. En tout cas, en Belgique, le lien s'est fait plus rapidement puisque c'est lié à la proximité germanique. Et donc, on a trouvé le chemin du salon Spiel à Essen un petit peu plus vite que les Français, mais qui sont arrivés à ce moment-là en force. Et depuis, donc, la dynamique française a largement pris le dessus. Et donc, on peut dire que chez les 17-35 ans, les adolescents aujourd'hui, il y a un mouvement très largement émergent depuis les années 95 et le fait que le marché allemand était engorgé. Ils ont commencé à traduire leurs jeux, puisque avant 95, il fallait parler allemand pour jouer ces jeux. Et la diversité et la richesse de ces jeux d'édition contemporain fait qu'il y a un public de plus en plus large. On en était à 5%, maintenant on doit flirter les 10%, mais il y a du mal à avoir vraiment des statistiques précises. Mais donc, on peut dire que ce sont des gens socialement favorisés qui connaissent cette culture ludique parce que c'est une culture quand même de jeux à règles et de transmission et d'éducation, et donc de culture certainement. Et donc forcément, il y a une grande demande en ludothèque par rapport à ce type de jeu depuis, je dirais, maintenant une bonne quinzaine, une petite vingtaine d'années. Vous pouvez peut-être préciser ou confirmer, je ne sais pas.
En fait, là, du coup, je devrais peut-être plus le rapporter à l'institution. Les ludothèques, du coup, dans leur genèse, ont un aspect militant et donc une orientation de projet. Et en fonction de cette orientation initiale, à savoir justement orienter vers la petite enfance, ou orienter vers un public plus large, ou orienter vers une ouverture, vers de l'intergénérationnel, en fait, la ludothèque en elle-même va être, les usages vont être orientés. Très clairement, en fait, en France aujourd'hui, il est impossible de clairement définir ce qu'est une ludothèque. Il est fort probable qu'en allant sur une ville, puis en allant sur une autre, pour peu qu'il y ait déjà une ludothèque dans les deux villes que je prendrais pour exemple, donc je disais, il est fort probable qu'on trouve deux structures aux fonctionnements différents, aux missions différentes, et donc forcément aux usages qui peuvent être du coup parfois antinomiques en fonction de l'intention initiale. Antoine ? Oui, après c'est aussi une façon qu'ont les gens de s'autoriser à jouer, et je pense que les structures ont été conçues aussi pour répondre plus ou moins à quel point les gens et à quel âge s'autorisent à jouer. Et donc pendant longtemps, le jeu devait s'arrêter en général à la porte du collège, et qu'il y avait encore des autorisations genrées pour certains et moins pour certaines, et il fallait passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et on constate quand même maintenant, avec les générations de joueurs de jeux de rôle, de jeux vidéo, qui ont déjà quand même un peu de temps, qui sont devenus des adultes, des parents, et qui aussi transforment la façon, le rapport au jeu que eux ils ont et que leurs enfants vont avoir aussi. Donc ça va changer forcément les habitudes de pratique de la plupart de ces générations-là. L'image du jeu chez l'adulte a changé grâce notamment aux jeux vidéo, dans la mesure où tout le monde pratique les jeux vidéo. Donc on considère aujourd'hui que jouer n'est pas un infantilisme, puisque finalement, du coup, on s'inclut alors dans la définition. Et par contagion positive, à ce moment-là, toute forme de jeu redevient, je veux dire, sans culpabiliser, possible pour l'adulte aussi. Et donc là, il y a eu un mouvement de la fin du XXe siècle à ce sujet. Ouais, et du Vincent. coup, là, on a la porte d'entrée idéale vers justement, le jeu qui s'invite dans les politiques culturelles, puisque le jeu vidéo a été justement, par sa reconnaissance d'activité culturelle, une porte d'entrée dans les politiques territoriales, notamment à travers les médiathèques, qui ont été du coup des structures qui se sont emparées du jeu vidéo et qui ont réfléchi à l'évolution de leurs propositions et de leurs projets pour commencer à intégrer le jeu dans leur fonctionnement et dans leurs propositions. Il y a une question de complémentarité aussi, parce que la plupart des réseaux de ludothèques, en tout cas, ont toujours hésité à inclure le jeu vidéo dans les supports qu'ils proposaient. Et donc la complémentarité, d'une part, des bibliothèques et d'autre part des médiathèques qu'on appelle maintenant les points culture en Belgique francophone, propose ce genre de support comme élément d'accroche possible. C'est-à-dire qu'on peut emprunter des jeux sur PS4, par exemple ? C'est plus souvent l'un ou l'autre terminal qui est mis à disposition pour jouer en ligne et pour attirer le public, tout simplement. En tout cas, en France, une étude a été menée en 2015 et effectivement, c'était dans la plupart des cas ce qui était proposé dans les bibliothèques. La console est directement sur place et on joue sur place. Oui. Parce qu'il y a un problème juridique par rapport aux jeux vidéo en lui-même, c'est que pour l'instant, et c'est toujours le cas, il y a un flou total sur les droits de consultation et les droits de prêt. Ah oui. Aujourd'hui, quand une structure propose un DVD, elle s'affranchit de droits supplémentaires par rapport aux usages de consultation et de prêt. Pour le jeu vidéo, mis à part quelques petits éditeurs mineurs, il n'existe pas du coup ce type de droit, parce que ça ne les intéresse pas, très clairement. D'accord. Voilà, si vous sollicitez Nintendo sur ce genre de pratique, il vous dirait que c'est tellement dérisoire qu'il n'a pas du tout envie d'accorder des moyens là-dessus. Donc on reste dans un flou qui fait que les structures et les structures culturelles tâtonnent encore un petit peu dans leurs propositions, en manquant un petit peu de cadre.
Après, le jeu vidéo, Antoine ? c'est une question assez précise et particulière parce Oui. que ça s'est développé tellement vite qu'on se retrouve en fait avec les personnes qui sont responsables de structures qui en fait sont moins compétents que leur public. C'est aussi la problématique principale que nous rencontrons avec les animateurs jeunesse, notamment dans les structures jeunesse. En fait, les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, ils s'y connaissent. Ils en connaissent plein, ils en connaissent beaucoup. Et parfois... Oui, mais comme pour les bouquins, souvent le public il connaît mieux son auteur préféré que, voilà. Mais du coup, là, il faut aller affronter que le bibliothécaire. un public qui s'y connaît mieux, Ouais. et affronter aussi une série de préjugés et de questionnements sur le jeu vidéo qui font que c'est pas la question la plus facile à aborder quand D'accord. on n'y est pas préparé, quoi. Une question. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est pas tellement une question, c'est juste pour rebondir sur ce trou juridique sur les jeux vidéo pour les prêts. Ça existe aussi pour les jeux de société. Il n'y a pas encore aujourd'hui une réelle subvention donnée aux auteurs, aux éditeurs de jeux pour les jeux de société qui sont prêtés. Et puis par ailleurs, la première ludothèque, elle date bien avant l'après-guerre en Scandinavie. À 1935. 1936 à San Francisco. Oui, à Los Angeles, oui, effectivement. Merci beaucoup pour ces précisions. Madame, une question ou une remarque? Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, c'est plutôt une remarque parce que en fait, je voulais parler tout à l'heure. Oui, Donc on va faire excusez-moi. un petit bond en arrière sur la notion du jeu de société moderne, joué plutôt par un public adulte. Et étant moi-même très assidue dans ce domaine, j'y suis souvent confrontée en festival, ce genre de structure. Et c'est vrai que les ludothèques arrivent dans un tout. C'est aussi avec l'évolution du jeu de société en lui-même, notamment par Catan, qui a révolutionné la technique. Donc, quand on parle Qui, avec pardon? le jeu de société Catan, D'accord. voilà, je pense qu'ils seront mieux en parler que moi, mais qui avait vraiment révolutionné la mécanique de jeu. Donc, on sort du Monopoly, du Scrabble, de ces jeux familiaux qui sont connus du public. Voilà, et cette famille, qui était souvent associée à un public enfant, et on arrive vers des jeux qui ont été avec des règles beaucoup plus touffues et qui s'adressent généralement à un public exclusivement adulte. Donc il y a eu l'évolution de ces règles, des jeux plus touffus, donc un public qui arrive derrière, porté par des passionnés. Généralement. Et donc ça investit la sphère privée, la sphère associative, du coup la sphère publique avec les ludothèques. Et c'est vrai que c'est un engrenage qui fait que c'est de plus en plus connu. On discute, on franchit les stéréotypes et au fur et à mesure on fait découvrir ce monde ludique qui est très très riche en termes de mécanique de jeu. Et il y en a pour tous les goûts. Donc généralement, voilà, quand on a affaire à un public, on retrouve toujours quelqu'un on va savoir titiller son intérêt et lui montrer que ce n'est pas que pour les enfants. Merci, Oui, Michel. Oui, Klaus Teuber, l'auteur des Colons de Catane, avait déjà reçu plusieurs fois le Sésame suprême, qui est le jeu de l'année en Allemagne, le Spiel des Jahres. Et là, avec ce jeu-là, évidemment, il a décroché la timbale absolue dans la mesure où le jeu s'est exporté très largement. Et c'est en 1995, donc au milieu des années 90, que ça s'est passé. Une toute petite anecdote à ce niveau-là. Descartes a été favorablement inspiré, puis Tilsit, par la traduction du jeu en français. Mais malheureusement, pour cette grande maison d'édition disparue, Ludodélire avait eu la même idée une année plus tôt, en 1994, mais c'était le jeu Manhattan qui n'a, lui, pas eu de succès du tout, qui a été traduit, et ça a un peu tué Ludodélire, qui avait eu des titres exceptionnels comme La Vallée des Mammouths ou Formule D ou autres, qui sont restés dans les mémoires des vieux joueurs parmi lesquels je
je suis. Moi, j'aime bien ce débat où on peut parler de la vallée des mammouths. Hein. Ouais. C'est agréable. Donc ces jeux-là permettent une culture ludique beaucoup plus diversifiée grâce à l'internationalisation, effectivement, de ces jeux d'édition contemporains à l'allemande, effectivement. D'accord. Oui, Vincent. Et pour autant, la pratique a été très vite familiale. Alors c'est vrai que là, du coup, en France, on analyse souvent cette pratique comme étant réservée à des adultes, mais en Allemagne, en fait, ça s'est très vite démocratisé. Et le modèle de jeu allemand était en fait les enfants et les parents qui jouaient ensemble à des jeux comme Catan, puisque en fait, à partir de 8 ans, pour Catan, c'est tout à fait accessible. Bon, même s'il y a une notion de négoce et de diplomatie dans lesquelles les adultes s'en sortent toujours peut-être un petit peu mieux que les enfants, mais il y avait vraiment une dimension de pratique familiale, alors qu'en France, ça a été dans un premier temps plutôt réservé aux adultes entre eux. Vincent, vous... Pardon, Michel. Oui, enfin, je te passe. Là, c'est pour Vincent. Vous qui êtes auteur de jeux, vous nous dites en une minute, qu'est-ce que c'est comme milieu le monde des auteurs de jeux? C'est très concurrentiel, c'est difficile, c'est du hasard de tomber sur la bonne idée, c'est toujours les mêmes qui trouvent les bonnes idées? C'est en pleine mutation. En fait, c'était un milieu qui restait du coup très confidentiel il y a encore quelques temps. Ouais. Et avec le marché qui a explosé, aujourd'hui on est à, si je ne me trompe pas, à 1400 sorties de jeux de société par an. En France ? Ouais, en France. Ouais. Rapporter ça en nombre de jours, ça paraît juste dément. Alors qu'on était, il y a encore une dizaine d'années, à 500, 600 dans ces volumes-là. Donc voilà, le marché est devenu forcément un petit peu plus concurrentiel. Mais le marché s'est également ouvert en termes de public. Là, moi, sur mes créations, en fait, je me concentre ces dernières années énormément sur le jeu pour enfants. Hein. Et le jeu pour enfants, lui aussi, du coup, a été du coup quelque chose qui a été, comment dire, un peu réservé à l'industrie allemande pendant quelques années, avec notamment ABBA, qui a été un des principaux éditeurs, qui arrivait à proposer un matériel et des mécaniques nouveaux, différents de ce qu'on proposait en France. Et ça s'est là aussi totalement ouvert ces dernières années. Et puis alors je dirais même plus, depuis l'année dernière, tous les éditeurs de jeux de société adultes sont en train de décliner une gamme et un label pour les enfants. Parce que c'est quelque part, excusez-moi, je continue. C'est quelque part, du coup, en fait, l'évolution logique de ces adultes qui sont joueurs, qui maintenant ont des enfants et qui vont vouloir retrouver le même plaisir avec leurs enfants, mais quand même en gardant un principe en tout cas un plaisir en tant qu'adulte, en tant que joueur. Les adultes ne jouent plus forcément maintenant que pour faire plaisir à leurs enfants. Ils veulent aussi trouver, en termes de mécanique, quelque chose qui va les satisfaire. Ouais. Et 1400 jeux pour combien d'éditeurs environ? Édités par combien de maisons? À la louche, hein. Entre 50 et 100. Oui, j'aurais 50 et 100. Ouais, j'aurais dit une bonne cinquantaine. D'accord. Vous vouliez apporter quelque chose? Oui, Antoine? Non, c'était pas le cas. Si, non, mais c'est qu'il y a une telle profusion de jeux que je pense qu'une fois qu'on est rentré dans le monde du jeu, c'est absolument certain qu'on va pouvoir trouver toute sa vie de quoi jouer à des nouveaux jeux et qui seront toujours d'excellents jeux. Ouais. N'empêche qu'il reste encore beaucoup de gens qui n'osent pas approcher ce monde-là et qui, du coup, j'en suis assez persuadé, préfèrent racheter des Uno et des Monopoly, notamment pour pas avoir à relire la règle du jeu. À réapprendre des règles. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un travail de fond que je pense on est tous concernés par ça. Le problème, juste d'avoir un blocage de compréhension à lire un petit document qui n'est pourtant pas si compliqué, mais il y a quand même quelque chose de fort là-dedans qui éloigne en fait de fait toute une partie de la population de cette activité parce qu'ils n'osent pas se lancer dans ça. Et c'est pareil en musique. Les Rolling Stones vendent toujours beaucoup de disques. Parce qu'on a la flemme d'aller vers du nouveau parfois. Il y a des tutoriels en ligne qui expliquent les règles de plus fréquemment et les éditeurs le prévoient bien entendu. Donc les choses s'améliorent. Mais tout de même, on a parlé de jeux vidéo, on parle de la nouvelle génération des jeux d'édition contemporains qui est très très intéressante et qui est émergente très largement. Mais c'est pas Antoine qui va me contredire. Il faudrait pas oublier que dans des politiques culturelles, il y a une responsabilité des pouvoirs publics
précisément de défendre les jeux traditionnels et d'avoir qu'on retrouve beaucoup moins fréquemment en ludothèque, même si le mouvement des ludothèques en France s'est toujours réclamé de l'éducation populaire. Il y avait quand même cette césure entre les maisons des jeux et les ludothèques au niveau de l'âge du public, mais aussi au niveau des supports. Et là, c'est peut-être un peu impertinent ce que je dis, mais c'est clair que les ludothèques qui mettent en avant essentiellement des jeux d'édition contemporains, récents, mais c'est un mouvement qui est déjà ancien au niveau des ludothèques en France. Et vous pensez à quoi comme ancien jeu qu'elle pourrait valoriser? La belote? Pas uniquement, non. Je vais dire vraiment tout. Ça peut être un jeu de cartes, mais ça peut être aussi simplement le jeu. Parce qu'il faut bien comprendre que les jeux à règles sont un univers socialisant par rapport au jeu. On joue avec des règles autour d'une boîte de jeux qui nous est donnée. Mais le jeu, c'est la créativité. Le jeu, c'est l'attitude ludique. Tout objet est un jouet qui s'ignore. Et donc, c'est l'attitude du joueur qui fait le jeu. Et donc, le lieu public est un lieu potentiellement d'éducation et de culture. Donc, si l'enfant ou l'adulte se retrouve en autonomie avec un univers qui est stimulant, il va naturellement jouer. Et pas nécessairement avec une boîte qui est formatée et qui est commercialement ciblée. Donc, et alors, bien entendu, les jeux traditionnels, comme leur nom l'indique, sont transmis de génération en génération. On a évidemment, en fonction des régions, des jeux régionaux, des jeux sportifs et moteurs, et pas uniquement des jeux cognitifs. Donc avoir une dimension physique au jeu ou psychomotrice est importante aussi. Donc tous ces éléments-là, on ne va pas nécessairement les mettre en avant parce qu'il y a moins de profit à en tirer d'un point de vue commercial. Et donc là, les pouvoirs publics, en soutenant l'associatif qui les promeut, peuvent certainement jouer un rôle important. Une question au deuxième rangée, vers le milieu. Merci. Bonsoir. Oui, sur les jeux, je voudrais vous poser deux questions. Dans l'enseignement, ce qu'on appelle les jeux d'entreprise, et une autre question, les jeux idéologiques. Alors, les jeux d'entreprise, ça se pratique depuis des années dans les IUT. On prend des étudiants, toute une génération d'étudiants, en séminaire fermé pendant 3 jours, et on crée des équipes et ils sont en concurrence pour vendre un produit. Et c'est intéressant de voir comment ça peut fonctionner. Alors, et ça se pratique. Maintenant, les jeux idéologiques, ça peut être une dérive. On fait batailler un pays contre un autre pays. Et ça existe. Vous voyez, c'est un peu ces questions que je voudrais vous poser. Oui, en fait, l'utilisation pédagogique des jeux, on est dans un autre domaine. C'est plutôt l'éducation formelle et pas l'éducation informelle. Donc l'éducation dans un cadre structuré. Maintenant, il y a tout un mouvement de gamification, donc d'utilisation des mécaniques de jeu pour faire passer des contenus. Et alors le terme gamification est récent parce que c'est puisé dans le terreau des jeux vidéo. Mais vous avez parfaitement raison. Cette réflexion sur l'effet motivationnel du jeu et le passage du contenu potentiel par le jeu a été utilisé de très longue date dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les jeux de rôle sont utilisés
par rapport aux classes et par rapport aux entreprises durant l'entre-deux-guerres. Et ensuite, donc c'était avec le mouvement de Dewey aux États-Unis, et puis le mouvement de Brenner après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, finalement, dans les cultures anglo-saxonnes, c'est une évidence. Et en France, ça va venir assez rapidement ensuite. Et au niveau même des classes, le système républicain disqualifie assez largement les jeux d'une manière générale, parce qu'évidemment, au contraire de toutes les autres cultures ludiques, que ce soit dans les pays nordiques, ou dans les pays germaniques, en Allemagne, ou dans les pays anglo-saxons, où le jeu a totalement sa place en classe. En France, tout ce qui est obtenu avec trop de plaisir est suspect parce qu'on apprend d'abord à travailler en classe. Et donc, le système républicain... Bon, après, il y a pas mal de classes, ça c'est le système, et puis c'est l'histoire française aussi qui fait ça, mais il y a énormément d'enseignants qui ont apporté du jeu dans leur classe et du plaisir. Le plaisir de faire un exposé. Je parle ici de l'institutionnel, évidemment. Ouais. La base n'est pas toujours d'accord. Chaque enseignant a sa propre liberté. Aujourd'hui, avec le réseau Ludus depuis 1998 pour les profs d'histoire géo, au départ de Caen, et maintenant c'est très généralisé. Les Educaflip, avec des blogueurs qui développent vraiment leur pratique ludique. Donc les enseignants ont une créativité de manière autonome. Oui. Mais je parle de l'éducation nationale française qui est quand même... Qui ne promeut pas ça. Non, c'est une vieille dame difficile à bousculer. Il y a quand même quelques évolutions dans les orientations aujourd'hui. Du coup, le jeu est inscrit dans les programmes à l'éducation nationale, mais avec une vision... Il y a le jeu d'échecs. Non, mais alors après ça va dépendre en fait aussi du coup du niveau dans lequel tu te situes. Là, au niveau de l'école maternelle, notamment, dans un premier temps, c'était plutôt compliqué cette approche par le jeu, et il a gagné du coup sa légitimité, même institutionnelle, on va dire sur la dernière décennie. Et donc, il y a une évolution notoire, oui, effectivement. Voilà, alors elle est sûrement venue de la base, mais elle est maintenant aussi reconnue par l'institution. Enfin. En tout cas, c'est en cours, avec le même optimiste qu'on avait tout à l'heure sur certaines évolutions. On le voit, et alors on le voit d'autant plus sur des structures qui justement s'inscrivent dans une politique culturelle qui inclut le jeu, où en tant que ressource, en fait, on est sollicité de plus en plus par ces professionnels, avec de temps en temps des difficultés dans le compromis qu'on va faire, puisqu'en ludothèque, pour nous, en fait, on va jouer pour jouer, le jeu pour le jeu, alors que du coup, l'éducation nationale, les enseignants vont, eux, plus le voir comme un outil, donc avec une approche qui était assez fidèle à ce que vous décriviez tout à l'heure. Une approche qui sera plus de l'outil pour arriver à un objectif. Oui, le jeu pour le jeu, c'est un gros mot, que ce soit dans l'éducation des enfants ou même dans la formation professionnelle. Un formateur qui ferait du jeu pour le jeu, il ferait une erreur. Il faut du jeu pour servir la pédagogie. Et pourtant, en ludothèque, c'est ce qu'on promeut. Oui, mais c'est un autre objectif. Et s'il fait du jeu pas pour le jeu, il fait pas du jeu. C'est pas du jeu. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, le jeu, c'est ça, c'est que c'est une fin en soi. On joue pour presque le simple plaisir de pratiquer cette activité-là. Et si on joue pour faire autre chose, on joue pas ? On va certainement faire autre chose en même temps, mais en fin de compte, jouer, c'est aussi une activité déjà qu'on va choisir, qu'on va décider, choisir cette activité, ça veut dire qu'on est dans un contexte qui nous permet de le choisir. Ouais. Donc tout va dépendre évidemment de comment c'est présenté. Si c'est un jeu qui est posé sur la table de chaque élève dans une classe et que de toute façon on quitte pas la classe tant qu'on n'a pas fini le jeu, est-ce qu'on est vraiment dans un jeu choisi ? C'est pas la même chose que d'aménager un temps de telle heure à telle heure où on peut jouer librement. Et du coup, il y a aussi cette façon-là de dénaturer, en fait, en tout cas, moi, ce que je défends comme idée du jeu, en faisant passer d'autres activités, d'autres choses, des méthodes pédagogiques déguisées sous forme ludique. On fait passer ça pour du jeu, et puis en fait, on se rend compte que c'était pour apprendre les tables de multiplication. Donc ça crée des mauvaises expériences. Mais alors, comment faire les gens qui pratiquent ça,
et du coup des mauvaises expériences qui vont assimiler à du jeu. Et donc les gens se disent non, le jeu, j'aime pas ça, de toute façon j'en ai fait à l'école. Et comment vous faites apprendre les tables de multiplication? Vous continuez à l'ancienne, un mais truc ça, d'apprentissage, et à côté vous les faites jouer à autre chose? C'est pas mon métier, ça. Ah d'accord. Mais vous dites qu'en tout cas c'est pas Vous le pouvez cas. jouer à multimouche, hein, ce sont des tapettes à mouches, Ouais. et on lance 2 dés, et puis on a les résultats, et il faut vite taper sur le résultat le plus rapidement possible. Voilà. Donc On connaît en bien ces faisant tables ça, à la fin. on révise les tables de multiplication, mais c'est ludifié, c'est un jeu à bas qui fonctionne bien dans ce domaine. D'accord. Voilà, Pour et on va résumer- avoir. Excuse-moi, je t'en prie. Pour résumer, en gros, c'est que on peut apprendre pendant qu'on joue, mais on va pas jouer pour apprendre. C'est la phrase d'Alain Guy, en fait. Hein. Il dit que on apprend parce qu'on joue, mais on ne joue pas pour apprendre, effectivement. Et ça, c'est fondamental. D'accord. Et du coup, dans l'exemple que donnait monsieur monsieur. citait, Ouais. dans le jeu en entreprise, on est dans une orientation, enfin dans une dénaturation du jeu avec une visée bien précise. Et donc, il y a une pratique ludique. Maintenant, telle que nous, on l'entend là ce soir, c'est pas véritablement du jeu. Maintenant, il y a la D'accord. question idéologique de monsieur. Oui, que je n'ai pas Et- comprise. Donc, c'est clair que... Est-ce que ça parlait, pour moi j'ai compris le jeu, le fameux jeu auquel je jouais petit, Risk, où on faisait s'opposer des pays les uns aux autres. Oui, mais on peut transposer dans la réalité ce genre de choses. La théorie des jeux amène des conseils qui sont la guerre. C'est-à-dire, si les proches du président américain, au moment de la crise de la baie des cochons, avaient suivi l'avis des théoriciens du jeu, ils auraient fait la guerre, tout simplement, la guerre mondiale. Et donc là, attention, c'est vrai qu'on est dans une théorie mathématique des jeux, c'est encore un autre domaine. Mais au niveau des mécaniques ludiques proprement dites, Qu'est-ce que c'est là? Excusez-moi, la théorie des jeux, c'est un sport de statisticien? pas du tout, non, Non. ce sont des théories mathématiques et économiques Oui. qui ont été élaborées durant la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. en 1944, et ce sont plutôt des lois mathématiques de stratégie du joueur, c'est-à-dire dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire des jeux qui sont compétitifs purs, où quand quelqu'un perd quelque chose, quelqu'un d'autre gagne quelque chose, on peut avoir des théories des choix rationnels. L'erreur fondamentale, à mon sens, c'est que l'homme n'est pas nécessairement rationnel. Et donc poser que le joueur va faire des choix rationnels est déjà présupposer que c'est une petite machine. Et ce n'est pas toujours le cas. En fonction de nos émotions, on peut jouer d'autres choses. Mais la théorie des jeux a eu beaucoup de succès. John Nash ensuite a reçu le prix Nobel aussi sur d'autres choses. On a essayé de développer la théorie des jeux non compétitifs également. Donc c'est une application finalement de la théorie du joueur à la vie quotidienne. Donc c'est un transfert sur la vie quotidienne. Maintenant, ce que je voulais aborder comme question, c'est sur les jeux au niveau idéologique, c'est que en fait, un jeu peut avoir une dimension tout à fait cathartique. On se défoule en jouant. Donc, on peut faire dans les jeux justement ce qu'on ne fait pas dans la réalité. Et c'est une dimension du jeu qui est essentielle. C'est que cette parenthèse d'existence nous permet vraiment de se défouler. Dans un jeu vidéo, on peut tuer tout le monde. Et c'est ce que est jouissif dans un jeu vidéo ou dans un autre jeu. Ce n'est pas pour ça qu'on va transférer ça sur la réalité quotidienne. Et donc, bien sûr, poser le cadre du jeu est important. Il faut qu'il ait un début et une fin. S'il ne l'a plus, alors le transfert peut être plus problématique. Mais cette parenthèse d'existence est aussi un développement personnel. On va apprendre en jouant, de toute façon. D'accord. Oui, c'est ça, c'est que ça reste du jeu quand c'est complètement séparé. C'est qu'on sait que là, on est en train de jouer, c'est pour de faux. Je sais très bien que c'est pour de faux, ce n'est pas la réalité. Donc je peux jouer à la guerre, je peux être mort, c'est pour de faux, et j'en éprouve du coup des émotions fortes, mais elles sont contenues dans cette petite parenthèse là qui est le jeu. Et donc ça veut dire aussi
c'est parce que je suis conscient qu'il y a une différence entre ce que je suis en train de faire en jouant et qui je suis moi, que je suis en train de jouer. Quand je n'ai plus cette conscience-là, bah là, il y a un problème qui est On quitte le terrain du jeu, selon vous. D'accord. Une question ? Bonsoir. Bonsoir, Bertrand. Oui, j'aime bien votre débat. Déjà, c'est intéressant. Merci. Le jeu est varié. Tout dépend du point de vue, tout dépend de la définition. On a un peu parlé, là, entre autres, des jeux d'argent. Voilà, qui sont intrinsèques à la société française depuis des milliers d'années, peut-être, au moins un bon millier. Et vous avez il a été sous-jacent, mais peu abordé la question économique du jeu. Quelle est en fait la place des ludothèques et d'un système municipal qui permet la gratuité aux bénéficiaires du service? Quelle est la place par rapport à l'échelle du jeu? Quand Leclerc passe ses achats pour Noël, c'est des centaines de milliers d'euros qui changent de main. C'est les Chinois qui travaillent. Cet aspect-là, comment est-ce que la politique culturelle locale peut bouger des choses comme ça? Messieurs, Antoine. Alors, salut Bertrand. Ouais. Je pense déjà que la ludothèque en tant que service de prêt d'objets culturels, comme les bibliothèques et les médiathèques, elle permet déjà de fournir un accès gratuit ou à très peu de frais à un catalogue de propositions que, évidemment, il y a peu de gens qui peuvent se permettre de collectionner chez eux. Donc ça donne un accès à la culture qui est plus immédiat. Au moins, on a ça qui est proche de chez nous. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a aussi un côté développement durable à cet accès. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un objet à court terme dans le développement de votre enfant, un trotteur par exemple, si vous êtes obligé d'aller l'acheter, donc vous allez avoir du coup un coût financier et puis un impact sur la consommation. Si vous allez dans la ludothèque pour l'emprunter, vous ne le ferez qu'à court terme, et donc il y a une vision du coup bien plus participative et bien plus communautaire de l'utilisation de l'objet. Oui, donc social, écologique et aussi culturel, donc pour défendre les supports qui ne vont pas être défendus parce qu'ils n'ont pas la force de la rentabilité. On en parlait tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est un apport spécifique qui est l'apanage des pouvoirs publics. Et du marketing, c'est justement que on est prescripteur de ce qu'on va vouloir défendre et proposer au sein de nos structures, avec une orientation justement culturelle sur le choix de la collection et sur la politique d'acquisition. Et donc ce qu'on va vouloir défendre est justement souvent en marge de ce qu'on va trouver dans les grandes surfaces et des orientations de marketing de ces produits-là. Et puis, il y a je pense que le monde du jeu de société, en tout cas actuellement, il vit un peu ce qu'a vécu le monde de la BD il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tellement plus de jeux différents qui sortent que si on n'est pas extrêmement pointu sur le sujet, c'est difficile de s'y retrouver dans ce panel-là. Et du coup, pour moi, la question des lieux, ils sont associés à la question des personnes, c'est les gens qui travaillent dedans. Et donc les personnes qui vont conseiller, qui vont donner, qui vont mettre en avant certains jeux, qui vont aider à choisir, pour mettre en avant selon une proposition thématique, selon une mécanique de jeu particulière. Et donc, défendre en fait le rôle des personnes en ludothèque, il va être un petit peu le même que le rôle des vendeurs dans les petites boutiques de jeux, qui va avoir ce rapport de conseil, d'aide, sans le rapport marchand, et pour défendre aussi une certaine idée du jeu et de petits jeux de qualité, plutôt que ce qu'on va trouver en quantité industrielle dans les rayons des supermarchés, quoi. Une autre question qui sera juste au premier rang, Maryse, sur votre gauche. Là, le monsieur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu la chance, effectivement, je suis cette génération qui a vu évoluer en fait le jeu de société. Parce que je suis un ancien rôliste, quand on était étudiant, jouer au jeu de rôle, c'était vilain. C'était se prendre pour un elfe, on vous regardait de travers. Et alors que maintenant, finalement, on peut vraiment jouer, prendre le rôle de qui on veut en fait. Et cette fois-ci, on vous trouve normal. Pour en revenir juste au titre en fait de cette conférence, je me dis qu'avec ce monde qui est en tout numérique,
où maintenant on ne parle que de ça, du jeu vidéo, sur les portables, etc. Finalement, n'est-ce pas un des rares vecteurs maintenant à créer du lien social? C'est-à-dire que on joue ensemble, on passe un temps ensemble. On parlait du jeu de plateau. Ouais, du jeu de société, à la limite, avec un grand S, finalement. Okay. Ça peut être un jeu de plateau, c'est un jeu de cartes, mais qui ne se rappelle pas des plus jolies parties à un moment donné, avec telle et telle interaction avec d'autres gens, où on est parti dans des superbes soirées. Est-ce que c'est à la ville de faire attention, enfin une municipalité, d'utiliser le jeu pour toujours garantir ce lien social au sein des villes, même créer ce lien entre les gens finalement? Oui, c'est essentiel. C'est vrai que le jeu vidéo est roi aujourd'hui. Il y a près 67-68% des Français qui jouent aux jeux vidéo. Statistiquement, on n'en est pas là du tout pour le jeu de société. Sachant qu'une petite appli jouée sur son téléphone, ça compte. Oui. C'est ça, d'accord. Oui. Mais ça dépend des sources. toutes ces pratiques sont relativement solitaires. Alors bien sûr, il y a le jeu massivement multijoueur en ligne. Ça représente peut-être 25% des joueurs. En tout cas, c'est les statistiques qui l'illustrent. Et pour ces jeux où on joue en ligne ensemble, le jeu vidéo ne propose en fait des possibilités d'échange qui ne sont pas saisies par la plupart des joueurs. Donc plus d'un joueur sur deux qui joue massivement en ligne n'a aucun contact avec les autres joueurs. Au final... Vous parlez de jeux comme Fortnite vidéo, oui, ou de League of Legends, ou que sais-je. Donc ce sont des jeux évidemment où on peut dire qu'il y a une sociabilisation, il y a vraiment du lien social qui se crée. On remarque qu'en fait le lien social passe par la bande, il ne passe pas par le jeu, il passe par les réseaux sociaux. Et effectivement, Facebook fait 15% de son chiffre d'affaires sur les échanges sur le jeu. Donc ça donne une idée, évidemment, c'est très important, mais ce n'est pas dans le jeu que ça se passe, c'est aux alentours. Mais certainement, nous devons pouvoir défendre le jeu qui se joue autour d'une table, où les gens physiquement, réellement échangent de ce point de vue-là. C'est une dimension essentielle. On va éventuellement discuter les règles avant de jouer. Les enfants vont dire on disait que, ils vont créer leur jeu entre eux. Lorsqu'on joue au jeu de société, on va repréciser les règles au départ, on va se recadrer. Un jeu vidéo est en général un jeu plutôt fermé, à part un Minecraft ou quelques exemples. Les jeux sont relativement fermés. Un jeu de société en général est plutôt ouvert, il va laisser plus de liberté aux joueurs et plus de choix relationnels et sociaux. Vincent ? Alors, on centre là beaucoup la discussion autour du jeu de société. Enfin, là, la dimension du débat était aussi à élargir. Et en fait, en l'élargissant encore un petit peu plus, je dirais qu'au-delà du jeu, en fait, c'est le lieu aussi qui est recherché. C'est que nous sommes du coup des structures sur lesquelles les gens vont venir. De plus en plus, on étudie aussi dans l'analyse statistique le temps moyen de fréquentation des structures. Il ne cesse d'augmenter. Il y a encore quelques temps, quand vous alliez dans une médiathèque, c'était souvent pendant quelques minutes le temps de faire un aller-retour. Aujourd'hui, en fait, vous cherchez une structure sur laquelle vous allez rester. Pourquoi vous cherchez à rester ? Parce que du coup, d'une part, vous allez avoir une activité sur place qui va être plus riche et une proposition plus large de ce qu'il y avait avant, mais aussi vous recherchez le lien avec les autres. Vous recherchez le lien avec d'autres parents, le lien avec d'autres joueurs, le lien avec d'autres enfants, et en fait, il y a tout un tissu comme ça social qui se crée, et on est un petit peu en manque de ça aujourd'hui dans notre société. Il y avait deux éditorialistes sur France Inter qui analysaient avec un certain focus le mouvement des Gilets jaunes là dernièrement, qui disaient que l'une des réflexions intéressantes qu'on pouvait s'amener, c'était ce regroupement qui était fait sur des ronds-points, sur des barrages, sur des lieux, en fait redonner du lien entre les gens, ce que les bistrots du coup procuraient encore il y a quelques temps et qui disparaissent au fur et à mesure du paysage. C'est tout simplement avoir des points de rassemblement entre les gens pour qu'ils puissent discuter, échanger et puis construire leurs relations les uns avec les autres. C'est peut-être ça aussi qui manque, et c'est peut-être là-dedans qu'au-delà du jeu, dans la proposition culturelle, on a quelque chose d'intéressant au niveau sociétal. Une autre question qui vient du milieu, du centre du... Ah pardon, madame qui a été... En fait, je ne vous vois pas très très bien. Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas grave. Rebonsoir. Rebonsoir. Du coup, avant d'aborder les deux remarques que je voulais faire, je vais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur juste avant, sur le lit numérique, parce que
vous me reprenez si je me trompe, mais je dirais que ça fait 2 ans que le jeu de société est vraiment en train de passer... il y a une dynamique aussi de passer au numérique. Donc là, c'est encore une autre démarche, mais il y a des éditeurs, distributeurs comme Asmodee, Days of Wonders, qui sont en train de s'y mettre progressivement. Donc là aussi, le lien social, voilà. Bon. Est-ce que c'est votre métier, le jeu? Non. Non. Je suis bénévole, joueuse, D'accord. contributrice sur un site internet, mais je ne suis pas payée pour ça. D'accord. C'était une parenthèse. Voilà. Bon, par contre, je voulais revenir du coup sur la question inverse. Pourquoi, selon moi, il est important que la politique culturelle s'intéresse au jeu. Donc 2 points, le lien social, l'éducation populaire, parce que ça favorise vraiment un lien. J'ai pu le voir sur de nombreux festivals. Donc, des exemples, mais dans des pôles petite enfance, à plusieurs reprises, on s'est retrouvé avec des parents qui voulaient qu'on s'occupe de leurs enfants, nous les laisser. Et l'idée, pour nous, animateurs, c'était vraiment d'enclencher une démarche de leur dire non, nous ne sommes pas là pour nous occuper de vos enfants, nous sommes là pour vous apprendre à jouer avec votre enfant. Et ça, pour nous, c'est vraiment une petite victoire de leur montrer qu'ils peuvent jouer, ils peuvent passer un bon moment avec leur enfant. Et à d'autres moments, voilà, d'avoir des personnes âgées, des personnes plus jeunes qui jouent ensemble, de franchir la barrière des langues, voir la langue des signes également, d'avoir des personnes qui viennent seules, qui n'osent pas sortir de chez elles et qui vont profiter de ludothèques, de bars à jeux, de festivals pour trouver le courage de sortir, de faire des rencontres. Voilà, parce que là on parlait des ludothèques, mais comme on se place dans le cadre d'un festival, le festival a également sa part. Et étant nouvelle arrivante, je suis vraiment impressionnée que ce soit une municipalité qui soutienne ce festival. Donc je voulais savoir, quels étaient les enjeux pour vous de soutenir un festival de cette ampleur localement. Et deuxièmement, concernant le côté artistique, ça me semble vraiment important parce qu'on va soutenir des auteurs et on va derrière impulser une créativité. Voilà, donc d'où la dynamique de politique culturelle qui me semble importante de devoir s'intéresser à la question du jeu. Alors, peut-être justement qu'en quelques mots, puisque l'adjoint à la culture est ici présent, est-ce que vous voulez dire en quoi il est intéressant pour Saint-Herblain de financer un festival du jeu sur plusieurs jours depuis 15 ans? Et je voulais vous poser la question aussi pour commencer du budget de ce festival. Sur le budget, je vais avoir du mal à répondre. J'ai pas les chiffres en tête. D'accord. C'était pour donner une idée de l'importance que ça avait et pourquoi investir cette somme année après année. Qu'est-ce que ça apporte à la ville de Saint-Herblain de faire ça? Juste pour le budget, c'est difficile parce que c'est découpé en plusieurs morceaux en fait. D'accord. Il y a la salle, le matériel, beaucoup de personnel de la ville qui sont mobilisés sur cette question. Donc voilà, c'est difficile. D'accord. Je suis assez mal à l'aise pour répondre à la question parce que j'ai le maire à côté de moi. Moi, ça fait seulement 2 ans que je suis élu à Saint-Herblain, donc si vous me parlez de 15 ans avant, je pense qu'il serait mieux placé que moi pour... Alors détendez-vous et répondez juste pour cette année. Quel est l'intérêt, moi j'allais dire social On en a parlé, je pense que c'est le lien social. Ouais. 3000 personnes sur le temps fort si je ne me trompe, sur le temps fort du festival. Oui, 30 000 3 000 3 000. J'entendais 30, j'attendais une surenchère. On a 10 000 personnes qui passent sur la quinzaine et sur le temps fort, et donc c'est autant de personnes qui peuvent se rencontrer et partager ensemble. Donc c'est évidemment ça, c'est l'émancipation, c'est... Tu complètes, hein, Bertrand, si je voulais des choses. Non, c'est les valeurs éducatives pour les enfants, on en a parlé aussi. Pourquoi vous dites émancipation? Émancipation de qui? Émancipation des adultes, des jeunes, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, apprendre à respecter une règle, se découvrir. Est-ce que je suis un compétiteur? Est-ce que je suis là plutôt pour jouer, pour m'amuser? Donc c'est toutes ces valeurs qui... Et puis l'accessibilité. On peut jouer quel que soit son âge, quel que soit son état de forme, etc. Donc notre politique culturelle, elle est basée sur ça.
la culture pour tous et partout. C'est ce qu'on dit tout le temps. Le Festival des Jeux, c'est une quinzaine qui va se dérouler sur l'ensemble des quartiers. Donc c'est amener le jeu aussi à différents endroits, dans les ludothèques où les gens sont déjà habitués à jouer, mais aussi dans des lieux plus atypiques, des gymnases. Enfin voilà, donner la possibilité aux gens de se découvrir et de grandir au travers du jeu et de rencontrer les autres personnes. Merci beaucoup. Ça vous va, monsieur le maire? Mais arrêtez de parler sous contrôle comme ça. Tout va bien. Merci beaucoup. Il y a une question, oui. Et avant le monsieur qui est avec un sweatshirt qui va lever la main, qui avait une question. Bonsoir. Bonsoir. C'était pas tant une question qu'une remarque au sujet de ce qui a été dit tout à l'heure à propos du jeu vidéo. Il est tout à fait possible d'utiliser le jeu vidéo dans une politique culturelle et dans des lieux culturels tels que les médiathèques pour en faire un outil de sociabilisation et de jouer ensemble au même titre que le jeu de société. Je pense pas qu'il soit intrinsèquement moins à même de répondre à ces objectifs que le jeu de société. Ça dépend de l'utilisation qui en est faite. Et dans une salle telle que celle dans laquelle on se trouve ce soir, on peut très bien, et c'est fait dans des bibliothèques, jouer ensemble à un jeu vidéo, et discuter de la façon dont on joue, donner des conseils, échanger. Et on retrouve l'intérêt du jeu tout court. Ça se travaille. Ça se travaille ? Oui. Donc, si on laisse aller le jeu vidéo, ça ne fonctionnera pas. Mais si on le met en scène, alors d'un point de vue pédagogique, oui. Et il est utilisé plus souvent en classe, maintenant aussi, bien sûr, comme support. Et là, mais ça n'est plus du jeu, alors. Si, bien sûr. Mais attendez, je vais vous prendre à votre piège, mes amis. Non, là, je me porte... Je plaisante, je comprends ce que vous dites. Mais c'est la limite. Le jeu en classe reste absolument du jeu. Oui, bien sûr. Faut être clair, parce que, tout simplement, on est dans cette ère, c'est ce que tu disais, de recul par rapport à la réalité. Et donc, quand on joue, on prend volontairement un risque dans une réalité qui est une réalité à côté, une réalité seconde. Et donc, forcément, on a un lâcher-prise, on s'autorise des choses, et du coup, forcément, on apprend. Et donc, c'est bien, ça reste du jeu de ce point de vue-là. Voilà. Vincent ? Pour rebondir sur ce que disait Michel, en fait, il est question d'aménagement. Pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, c'est en fait en fonction de comment on va prévoir l'usage et de ce qu'on a envie de mettre en avant dans la mise en jeu, qu'on va justement créer du lien ou pas entre les joueurs. Le jeu vidéo peut être tout à fait un support qui peut être utilisé dans ce sens-là, pour peu qu'on le pense avec, et pour peu qu'on ait une vision complémentaire des autres supports. Et d'ailleurs, les jeunes ne s'y trompent pas. Donc, à travers les structures que j'ai dirigées, on a toujours proposé du jeu vidéo, et on essayait d'analyser pourquoi est-ce que les jeunes préféraient venir sur la structure plutôt que de jouer chez eux. Alors déjà, pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui préféraient jouer chez eux avec une ambiance et un confort et un côté un peu cosy. Et ceux-là, on n'arrivait pas à les faire venir sur la ludothèque. Mais pour tous les autres, il y avait justement cette dimension d'échange in situ, d'échange d'expérience, de stratégie, et puis de compétition physique, du coup, qui faisait que la mise en jeu sur la structure culturelle était atypique par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude par rapport à leurs usages habituels. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment, c'est aussi, est-ce qu'il ne faut pas proposer quelque chose qui ne soit pas exactement ce qu'on peut reproduire chez soi ? Sinon, ça n'a peut-être pas forcément tant d'intérêt que ça. Donc soit c'est l'idée d'avoir des lieux où on va pouvoir retrouver d'autres personnes pour jouer avec elles, donc avec du jeu de société ou avec du jeu vidéo, on part sur les mêmes choses. Mais c'est aussi, je reviens sur ce que je disais, sur la question de faire une proposition. On va faire un choix de présentation. Ça va être tel jeu particulièrement qui est mis en avant parce qu'il permet de jouer à 8, parce qu'on n'utilise qu'un seul bouton, parce qu'on n'a pas besoin d'une technicité particulière. Ça, ce sont aussi des éléments que... quand on a le temps de travailler une proposition d'animation autour du jeu vidéo, on obtient aussi c'est un support qui est tellement infini qu'il est extrêmement riche aussi pour des moments, justement,
de la convivialité, du lien social et des gens qui se retrouvent parce qu'en fin de compte, ils veulent vivre ensemble un moment partagé. Et que ce soit avec du jeu vidéo, ça fonctionne, du jeu de société, ça fonctionne, mais je serais tenté de dire, pour aller au club de tricot, ça fonctionne aussi. Enfin, il y a aussi à un moment les endroits de convivialité et où on va vivre ensemble une activité qu'on aime à plusieurs. Eh ben, c'est aussi des lieux qu'il faut défendre. Voilà, ou brûler des palettes sur des ronds-points. Voilà, ça fait partie des jeux, le tricot, ça dépend, c'est un prétexte à sociabiliser. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour rebondir sur le jeu vidéo, effectivement, je crois qu'en fait tout à l'heure, ce qui était évoqué, c'était pas vraiment le jeu vidéo qui était pointé, c'était plutôt la notion de jeu en ligne. Et là, il y avait moins de sociabilisation, si j'ai bien compris, plutôt que d'être physiquement présent, que ça soit autour d'un jeu vidéo ou d'un jeu de table. Ce qui a moins été évoqué, c'est... Enfin là, ça donne plein d'idées, tout ce que vous dites. Donc, je vais essayer de centrer ça sur une question. Mais pas du tout le sport. Alors que tous les 4 ans, enfin même tous les 2 ans, entre l'été et l'hiver, il y a des Jeux olympiques. Et donc ça me fait penser à toute cette notion de transversalité qu'on n'a pas vraiment évoquée, mais qui en fait, on a évoqué plutôt le cloisonnement, c'est-à-dire qu'en gros, on a parlé de culture, on a parlé d'art, du coup on a exclusé le sport, parce que c'est un autre ministère. Et donc si on résume ça par des ministères, où est-ce qu'on calerait le jeu? C'est la grande question. La grande question, enfin peut-être encore plus grande, ça serait est-ce que c'est un art, puisqu'on a parlé d'auteur, et donc dans la classification des arts, tout à l'heure il a été évoqué le 9e art avec la BD, le 7e art, le ciné, c'est pareil, là on se retrouve dans une salle, je suis pas sûr qu'il y ait plus d'interaction que face à un jeu vidéo, pourtant ça a la cote. C'est un art, on sait classer les arts, le premier c'est l'architecture, etc., etc. Donc du coup, est-ce que le jeu en est un? Est-ce qu'il est reconnu comme tel, un art? Et auquel cas, moi, de mon expérience personnelle, c'est vrai que je suis né de la génération jeux vidéo, clairement, à Créteil. Du coup, effectivement, Bonneuil, je connais pas mal. Et c'est vrai que moi, de mon expérience, ça serait plutôt l'évolution que j'ai vue, étant fan de jeux de société, quand même. J'ai vu aussi des générations de parents et de grands-parents qui ont fait face à des enfants comme nous, qui étions plongés dans des jeux vidéo. Et donc l'une des portes de sortie, c'était soit le sport, faut qu'il aille dehors, soit pour les grands-parents, pour des cadeaux, c'était d'offrir un jeu de société. Parce que tout d'un coup, ça semblait... il redevenait un peu... alors qu'on a dit que tout à l'heure, le jeu était un peu infantilisant, ça redevenait mieux que les jeux vidéo, plus sérieux, ou en tout cas mieux. Et je pense que dans tous les ministères, je reviens à mes ministères, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'école, alors ça commence seulement à la maternelle, effectivement, ça met du temps en France à s'exporter vers le primaire, mais avec les nouvelles pédagogies, ce qu'on appelle nouvelles, mais qui sont quand même anciennes, Freinet, Montessori, qu'on la cote dans toutes les boutiques, et donc dans l'école, ça commence à gagner du terrain, c'est l'apprentissage par le jeu, par des objets, etc. Et encore que c'est bien déformé. Mais c'est vrai que ça a la cote, cette notion de cote. Et on le voit bien, pour revenir sur la notion économique, à Noël, les supermarchés, ils s'y trompent pas. Du coup, je reviens sur ma question, qui est vraiment, est-ce que c'est un art? Et dans quel, à ce moment-là, ministère on le classerait? C'était la question très très grande, et juste avant il y avait une question grande malgré tout, mais un peu moins grande qui était... Non, c'était juste sur la notion du sport. Ah oui, vraiment, le sport. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, nous-mêmes, le cloisonnement, on cloisonne autant, ouais. Et alors que les jeux de plein air, les jeux, etc. Enfin, voilà, et c'est vrai que c'est dommage de le cloisonner. Juste pour finir, je prends un exemple pour des gens de terrain. On a dit animateur. Selon les ministères, on va dire médiateur quand là on est dans une maison des arts, on parlerait de médiateur, on dirait pas des animateurs. Quand on est dans le sport, on utilise un autre langage, et pourtant tous font des jeux et ils utilisent souvent des outils ludiques, etc. Alors par ou pour le jeu, c'est la grande question de tout à l'heure. Mais donc il y avait la question du sport, mais la plus grande question, je pense, c'est plutôt la reconnaissance en tant qu'auteur. Je pense que le jeu vidéo maintenant a pris une place importante par rapport au cinéma. Le cinéma est reconnu comme art. Ouais. Et les auteurs de jeux, est-ce que c'est le cas ou pas? Le jeu vidéo, je pense qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation française en 2009, CRIO, je pense que c'est le nom de cet arrêt, qui reconnaît le jeu vidéo comme n'étant pas limité aux aspects techniques, mais aussi à toute une créativité et à des... Donc, de facto, cet arrêt peut être considéré comme une reconnaissance du jeu vidéo comme un objet artistique, en tout cas. Maintenant,
il y a toutes les notions de reconnaissance du droit d'auteur, des dépôts légaux. Hein. Le dépôt légal pour les jeux vidéo date des années 90 en France, 92, 93, je pense. Donc tous ces éléments-là, quand même, instituent le jeu plus facilement dans le domaine culturel d'abord et dans le domaine artistique ensuite. Donc oui, mais c'est plus une reconnaissance publique globale du jeu d'une manière générale. Lorsqu'il est reconnu comme art ou comme culturel, c'est de manière mineure par rapport à d'autres supports et donc plus classiques qui vont être plus pontifiants dans la culture, la grande culture avec un grand C. Et donc c'est plus une échelle. Mais reconnaissance, il y a tout de même, je pense certainement. Sur le point culturel, je peux peut-être... Non, mais c'était déjà une bonne porte d'entrée ce que tu as dit. Après, moi, si je veux du coup le rattacher aux politiques culturelles, c'est justement de dire qu'il y a une évolution avec les politiques culturelles autour des supports savants. Donc le livre, par exemple, avait justement ces lettres de noblesse dans les politiques culturelles territoriales. Et puis le côté loisir a commencé à entrer avec un côté plus accessible. Et c'est là que le jeu, en fait, a réussi à trouver sa place au sein des politiques culturelles. C'est qu'on n'était plus justement sur des supports bien déterminés, mais qu'il y avait une transversalité dans les supports qui s'ouvrait et qui permettait d'avoir une vision plus complémentaire. Après, pour revenir sur la première partie de la question sur le côté ministère, on l'a déjà abordé justement avec le côté éducation, puisqu'on n'est pas resté que sur le côté culture. Alors le sport en lui-même, du coup, ça sera encore une autre approche, parce que on a bien présenté tout à l'heure le fait que le jeu pouvait être aussi un outil et que chacun allait s'en servir un petit peu comme il voulait. Et la définition sur laquelle on est convenu tout à l'heure de s'entendre, on a convenu de s'entendre, était plutôt quelque chose qui était proche d'une analyse culturelle et d'une vision de ludothécaire. D'autres définiraient le jeu de manière totalement différente. Et au niveau du sport, on serait là sur une approche avec une frontière qui est justement le jeu d'adresse, le jeu sportif, comment on situe. On a en plus un problème étymologique lié à la langue française. Voilà, on joue au foot. Alors du coup, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un sport? Comment est-ce qu'on le définit? Pas que. Donc il y a le fait que l'activité a une dimension physique pertinente, que le côté moteur est pertinent dans le jeu, c'est un élément pour qu'il y ait sport. Mais bon, il faut quand même se souvenir que le tir à la carabine est un sport olympique. Et donc, c'est mineur, en fait, dans la définition du sport. On confond souvent sport et activité physique. Et en fait, c'est pas la même chose. Le côté sportif, c'est l'institutionnalisation, c'est-à-dire le côté concours, club, fédération, points, argent aussi, professionnalisation à la limite, qui fait qu'il y a réellement sport. C'est bien pour ça que certains sports de l'esprit se font reconnaître comme sport, parce qu'il y a en général plus de sous aussi pour le sport que pour le jeu. Et donc, forcément, voilà, les grandes fédérations du type échecs, bridge, que sais-je, Scrabble, essayent de faire reconnaître finalement leur activité comme étant un sport. Parce qu'il y a institutionnalisation, parce qu'il y a concours, parce qu'il y a reconnaissance de ce point de vue-là. Et donc c'est dans cette dimension-là que en fait, le sport doit être vu. Mais c'est dommage de mettre systématiquement le sport ou le sport collectif d'une manière générale en avant par rapport à des jeux sportifs traditionnels qui sont moins souvent pratiqués, qui peuvent se perdre même aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas olympiques, parce que mais ces jeux-là créent des relations qui sont beaucoup plus originales finalement et beaucoup plus diversifiées que les sports classiques qui finalement sont beaucoup plus frontaux et compétitifs d'équipe à équipe ou individuel à individuel, avec chaque fois un gagnant et un éliminé. Voilà. Là, on questionne les liens, les frontières entre jeu et art, jeu et sport. Et Antoine, vous me disiez juste avant préparer quelques définitions de ce qu'est le jeu. Alors, je n'ai pas attaqué par ça. Non, on en a déjà parlé un petit peu en définition. D'accord, tout ça, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous pourriez nous aider à le recirconscrire avec ces définitions-là? Non, mais ce que tu viens de dire sur le sport, ça permet aussi, voilà, la question institutionnelle, entraînement, fédération, et choses comme ça permet d'éliminer toute une partie des activités
qu'on pourrait appeler jeux dans la langue française, mais qui sont plutôt du sport. D'accord. Mais comme tu disais par rapport au foot, ça veut aussi dire, en gros, si on joue dans un club avec une licence et on fait du sport, mais si on joue sur un terrain vague avec un ballon dégonflé avec 3 copains, on joue au foot. Donc voilà, c'est toujours cette nuance-là, c'est une pratique collective, culturelle, et du coup, elle se transforme petit à petit quand elle devient autre chose et quand elle devient du sport. Et on peut tout à fait transposer ça aux jeux vidéo avec l'e-sport, en fait. Voilà. Avec l'e-sport, donc la pratique compétitive de jeux vidéo qui, dans sa terminologie, s'appelle bien de l'e-sport. C'est du jeu vidéo. Dans ma pratique, je vais jouer, mais là, il y a une dimension sportive qui a été induite par le champ lexical recherché à partir du moment où j'ai une approche compétitive. Donc là, on parle de compétition, l'e-sport, c'est ça, ce sont des compétitions de jeux vidéo, on invite tout le monde dans une salle de sport, on leur fait payer un ticket d'entrée comme s'ils allaient voir du handball, par exemple, et ils regardent des joueurs sur écran géant, ils voient leur partie, les joueurs sont payés sont des professionnels. Comme des professionnels, il existe même des écoles dédiées à certains jeux, donc c'est de ça que vous nous parlez là. Tout à fait, pour faire justement l'analogie entre ce qu'on disait sur le sport lui-même et sur par rapport aux jeux vidéo. Juste avant de repasser le micro à la salle, oui, pardon, vous vouliez apporter quelque chose ? Il y a une autre question, du coup, sur la question de l'art. Alors là, c'est... Oui, alors la frontière avec l'art. En fait, c'est compliqué, mais... déjà... pour commencer. Non, mais le jeu, ça se définit surtout pas par celui qui fabrique le jeu, qui conçoit le jeu, mais ça se définit par qui c'est qui le pratique. Ouais. Et donc, c'est d'abord, le jeu, il se passe parce que des gens ont envie de le faire, ont envie d'y jouer. Donc il peut se passer du jeu qui se crée autour de 3 cailloux contre un mur et une balle. Il y a du jeu là, mais il n'y a pas un artiste ou un créateur de jeu. Et donc c'est pas sympa pour Vincent quand même. Non mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de créateur de jeu pour qu'il y ait du jeu. Donc c'est difficile d'aller ranger ça dans une case en fait avec une construction avec un ou plusieurs artistes qui proposent une création qui vont offrir à un public, des spectateurs, des joueurs. La construction n'est pas si facile à reprendre dans le temps. Et dans la création d'un jeu, il y a une dimension incroyablement technique. Il y a la dimension artistique sur la création, mais il y a une dimension technique sur les réglages, sur l'imbrication mécanique. Et donc on est justement en fait en fonction des jeux avec parfois du coup une orientation bien plus technique des choses. C'est bien la création d'un jeu qui est une dimension artistique et non pas le jeu ou l'activité ludique. Parce que lorsqu'on est dans une activité ludique, on la considère essentiellement comme frivole, comme dit Brougère, et donc c'est une activité qu'on ne prend pas totalement au sérieux. C'est ce qui en fait un jeu aussi, cette mise à distance, alors qu'en général, l'artiste, dans son activité, prend son activité au sérieux, justement. Et donc, cette dimension-là, quand même, fait que le jeu et l'art ont des caractéristiques communes, mais ne se confondent pas l'un avec l'autre. Oui, alors il y a 3 mains levées en même temps, mais je ne sais pas où est le micro. Comme vous voulez, le plus près de vous. Madame. Très bien. Alors, monsieur au milieu, sur votre chemin. Et puis monsieur, après, je vous le passe. Oui, puisqu'on parle de l'art, pour les professionnels du jeu, est-ce qu'il y a une charte éthique ? Parce que ça peut donner lieu à l'extrême, à des manipulations. Ah, ça fait 2 fois que vous revenez à ce sujet, ça a l'air de vous préoccuper, monsieur. Parce que ça peut poser un problème. Il y aurait un jeu à Nantes, par exemple, où investir. Vous voyez ? Et c'est la question de la neutralité du jeu, de ceux qui le créent et de ceux qui jouent. Alors, est-ce qu'il existe une charte éthique de création de jeux ? La Société des auteurs de jeux, elle est toute jeune en France, donc elle a peut-être encore du travail. Je ne sais pas de ce point de vue-là. Mais le jeu, l'activité ludique, le jeu, est
amoral, privatif, ni moral ni immoral. Il n'y a pas de morale dans le jeu. Par contre, les jeux, évidemment, sont des supports culturels où il y a des choses qui sont chargées. Hein. Donc quand on joue, ce n'est jamais neutre, parce qu'il y a une enculturation. On va simplement apprendre à vivre dans un certain type de société d'une certaine façon bien spécifique en jouant. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que c'est éducatif. L'éducation, en fait, la définition même de la culture, c'est tout ce qui est acquis en vivant en société. C'est le domaine de l'acquis. Donc, le lien est évident. Et donc, forcément, un jeu, lui, sera culturel et en même temps chargé culturellement et donc pas neutre. Mais le jeu, lui, effectivement, est neutre. Puis après, le jugement de moralité sur une activité, et une activité comme le jeu, c'est souvent un jugement. Quand c'est un jugement d'immoralité, il est produit par des gens qui ne le connaissent pas. Donc le jeu d'argent a été immoral pendant des millénaires parce que l'Église catholique l'interdisait, et le jeu de rôle a été immoral parce que Mireille Dumas n'a pas aimé non plus. Enfin, c'était aussi... C'est pas sympa, 30 ans après. C'est bien une méconnaissance du sujet qui a donné dans les années 90. de moralité. Voilà. Qui a fait beaucoup de mal au jeu de rôle. Ok, rebonsoir. Rebonsoir. En fait, du coup, mon intervention, elle va répondre à plusieurs questions qui ont été posées, à plusieurs interventions sur le jeu idéologique, sur le jeu qui peut avoir une moralité. Ouais. Et le jeu en tant qu'œuvre culturelle. Alors, œuvre artistique ou œuvre culturelle, c'est difficile de donner... C'est une œuvre culturelle dans le sens qu'un auteur ou une autrice de jeu peut projeter dans le jeu une intention culturelle, comme un auteur ou une autrice de livre ou un ou une cinéaste peut projeter dans une œuvre qu'il ou elle réalise une intention. Quand on fait un jeu, on peut avoir une intention. La personne qui a fait le jeu Monopoly, qui s'est inspiré d'un jeu précédent, avait l'intention de dire le capitalisme c'est bien. Donc c'était une œuvre qui était idéologique. Et le jeu dont s'est inspiré le Monopoly, c'était justement une œuvre qui voulait dire attention, les investissements immobiliers, c'est pas forcément quelque chose de bienfaisant. Et il y a beaucoup de jeux comme ça qu'on peut citer. Alors je vais prendre deux exemples qui me viennent en tête, c'est le Risk et le Diplomatie, qui sont sortis juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un jeu, le Risk, qui est à cause du traumatisme de la guerre, répéter la guerre, tout ça, et un jeu qui avait l'intention contraire, juste après la guerre, c'était, il faut faire de la diplomatie. Alors, bien sûr, dans la diplomatie, il fallait aussi affronter l'ennemi et lui mettre sa claque, mais... C'est votre métier, le jeu ? Oui. D'accord. Il fallait aussi affronter le jeu et l'adversaire et lui mettre sa claque, mais on procédait différemment, on procédait avec diplomatie en essayant d'éviter des conflits. Voilà. Donc, le jeu est une œuvre culturelle dans le sens qu'on peut y projeter un sens, oui, comme n'importe quelle œuvre culturelle, voilà, quel que soit le support. Exact. Quelques précisions, peut-être. On peut même dire, même si Charles Darrow n'a pas vraiment projeté un... Qui est Charles Darrow ? C'est l'auteur crédité pour le Monopoly, qui a quand même fait un beau plagiat d'Elizabeth McGee, qui était une Quaker américaine, qui, elle, effectivement, avait clairement indiqué que son jeu était là pour dénoncer les lobbies et les monopoles territoriaux. C'est le Great Landlord Games, donc c'est le jeu des propriétaires terriens. Et on retrouve exactement le même jeu, donc Charles Darrow a copié ce jeu-là. Et puis il a retourné le sens aussi. Comment dis-tu ? Il l'a copié, puis il a retourné le sens. Puisque alors, il l'a joué à la manière totalement capitaliste, oui, et le sens s'est encore retourné par la suite parce que Ralph Anspach a inventé l'anti-monopoly, qui était reprendre le jeu à l'inverse. Il s'est pris un solide procès, mais finalement, il a gagné à la Cour suprême des États-Unis. Bon.
Voilà. Petit zoom historique sur le Monopoly. Dans les deux autres jeux qui sont cités, Jean-Henri Verne a créé en fait plusieurs jeux comme Rome et Carthage, mais le jeu que vous citez, le Risque, est un jeu français. C'est la conquête du monde à la base, et c'est Henri Lamorisse qui est un cinéaste qui a d'ailleurs présenté l'un ou l'autre film à Cannes, qui a réalisé ce jeu. Et ensuite, le jeu a été repris évidemment par les majors américains sous le nom Risk. Mais donc, il a vraiment établi une place particulière dans le domaine des jeux. Mais c'est aussi l'époque de la décolonisation, les années 50 et 60. Antoine ? Oui, après, le jeu, c'est une activité qu'on a dit, c'est séparé. Il y a une activité où on a du second degré quand on pratique du jeu. Donc, quand on joue aux gendarmes et aux voleurs, on n'est pas vraiment un gendarme et on n'est pas vraiment un voleur. Je suis pas d'accord. Quand on joue le profil de mauvais joueurs qui est tous dans chaque famille, et ben il joue au premier degré. C'est bien le problème. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il est mauvais joueur, c'est qu'il n'arrive pas à faire la séparation, l'écartement nécessaire pour voilà. Ce n'est qu'un jeu. Mais pourtant, il est en train de jouer, il est participant comme les autres, et c'est le jeu qui provoque ça chez lui. Eh ben oui, mais est-ce que c'est le jeu qui est responsable de ça ou c'est plus profond chez lui? Ça, moi je peux pas le dire. Mais en tout cas, on peut pas généraliser sur les jeux à cette échelle-là. D'accord. Et heureusement d'une certaine manière, parce que ça permet aussi de se dire on peut pratiquer librement un jeu où on va être à la tête d'un trust où le but va être de piller les ressources du monde entier. On peut jouer sans se poser de questions à un jeu qui s'appelle les colons de Catane et on va coloniser des endroits. On va conquérir le monde, on va se jouer à faire la guerre. Ça, c'est aussi ça nous permet d'avoir une limite qui fait que tout est possible parce qu'on est en train de jouer. Par contre, ça reste une production culturelle, donc elle est inclue dans l'ensemble des productions culturelles qui nous inondent et qui nous influencent. Donc forcément, c'est comme le cinéma, les livres, on est influencé par la multiplication des sources en fait, culturelles qu'on reçoit. Donc forcément, on a envie petit à petit, quand on s'éveille aussi, d'avoir des thématiques autour des jeux qui vont nous ressembler, correspondre un peu plus à nos valeurs, ou bien, pour en jouer d'autant plus, être à l'extrême opposé de qui on est. Alors vous dites, oui Michel. Il y a deux dimensions opposées au niveau des théories par rapport au jeu. Il y a des personnes, théoriciens du jeu, qui disent que le jeu se trouve dans la structure du jeu, c'est-à-dire dans ses règles. Le premier à dire ça, c'est Lévi-Strauss. Il dit que c'est les règles qui définissent le jeu et essentiellement les règles. À l'inverse, d'autres personnes disent que c'est le joueur qui va réellement définir le jeu. Par son interprétation ? Absolument, dans le fait qu'il rentre dans la mécanique ou pas. Donc, soit le jeu nous emprisonne finalement, et les règles nous emprisonnent, et donc, si on n'est pas à l'aise par rapport à ce que le jeu nous propose, on va sortir du jeu et on va être un mauvais joueur. Donc ça, c'est une thèse. Maintenant, l'autre thèse, c'est de dire que finalement, la structure du jeu a moins d'importance et que la vérité du jeu se trouve dans l'homme seul. Ça, c'est une phrase de Valéry, qui est plutôt un poète à la base, mais qui dit finalement que... Et Henriot, un philosophe, dit que c'est le... Ah là, vous bombardez en référence... Non, mais c'est la personne, alors, qui va être importante plus que le support. Et donc, d'un point de vue purement culturel, c'est l'éducation de la personne, et donc... Là, tu disais le fait qu'elle se sent bien ou pas. Et donc, voilà, là, on penche plutôt sur le côté humain. Les deux thèses sont opposées. Probablement que la réalité et la vérité se trouvent entre les deux. Et il y a la même chose, il y a les mêmes oppositions de théorie dans le monde du théâtre, où il y a les tenants de l'interprétation ne peut se faire que sur la base du texte, et puis l'autre côté, ceux qui disent non, l'interprétation peut se faire en dehors du texte, via une interprétation psychologique. C'est très 20e siècle, hein, ça, comme, voilà. Mais ça me fait penser à ce lien, et aussi on dit qu'on joue au théâtre. Hein.
D'ailleurs, nous sommes sur une scène dont la mise en scène est théâtrale. Ne sommes-nous pas en train de jouer? Voilà, à débattre. Et vous, vous jouez aux spectateurs? Vous êtes dans l'habitus, pour citer. Moi aussi, je peux. Vous parliez, Antoine, de l'exposition à plusieurs objets culturels, dont font partie les jeux. Est-ce qu'il y a, et je vous pose la question à tous les trois, dans les ludothèques, comparativement aux médiathèques, il y a un changement dans la consommation des produits, les disques, les DVD, les livres, les jeux, qui se fait de plus en plus en faveur du jeu. C'est-à-dire que le disque et le film avec le streaming se réduisent. Ça, c'est à vous de me le dire. Voilà. Comment consomment vos habitués, vos usagers en médiathèque par rapport à la ludothèque? J'y vais. Ouais. Alors, en fait, aujourd'hui, du coup, dans le panorama français, il y a encore beaucoup de structures qui sont séparées entre les médiathèques d'un côté, les ludothèques de l'autre. Ouais. Parce qu'on est aujourd'hui du coup dans une évolution, dans un paysage qui se restructure, et puis dans une réalité économique qui fait que de toute façon il faut rationaliser les coûts et rationaliser les projets, d'autant plus dans le domaine de la culture. On a une analyse assez fine des usages de la médiathèque et des usages de la ludothèque, avec, pour les médiathèques, pour certaines en tout cas, une baisse de fréquentation qui est liée justement à une modification des usages sur certains supports. Voilà. La musique aujourd'hui, telle que les plus jeunes du coup la conçoivent, est très différente de l'offre qui peut être dans certaines médiathèques. Sur le film, on a à peu près la même évolution, et sur le livre, là, ça serait peut-être un petit peu plus nuancé. En tout cas, on a une baisse de fréquentation par rapport aux années 2000 et même par rapport aux années 2010. En ludothèque, on a plutôt du coup le constat inverse, ouais, avec des structures qui sont de plus en plus sollicitées, qui ne sont pas équitables sur la répartition géographique et sur la répartition territoriale, et avec cette demande croissante aujourd'hui, du coup, les deux structures tendent à converger. Encore une fois, par rapport à ce que je disais en termes de rationalisation des coûts, avec une évolution et un rapprochement des supports et des usages avec une vision de plus en plus transversale. Pour autant, aujourd'hui, alors la ville de Saint-Herblain est particulièrement bien lotie avec ses équipements, mais il y a une vraie réflexion sur le rapprochement, tant le contexte local, en fait, induit certaines choses dans le rapport notamment à la vision des services publics par ses usagers. Donc les deux se rapprochent. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, aussi une évolution sur le temps moyen de fréquentation. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé, notamment en région parisienne, où on se rend compte que les gens veulent rester de plus en plus longtemps sur la structure. Et c'est très différent quand vous avez une structure où la moyenne de la durée de fréquentation est autour de 15 minutes, et de quand elle est sur 1 heure, 1 heure et demie, et même jusqu'à 2 heures sur certaines autres. Voilà, donc il y a tout ça en fait qu'il nous faut en ce moment observer. Et dans le rapprochement de ces supports que sont le livre et puis les supports images et son et puis le support jeu, il y a aussi des problématiques qui se posent. D'une part parce que le jeu demande plus de place que les autres supports, il crée plus de bruit, plus d'interaction, et donc forcément par rapport aux autres usages et dans la représentation de l'activité d'une médiathèque, c'est plus forcément les mêmes utilisations, et donc il faut que le public évolue aussi avec, et il faut qu'en même temps la structure analyse bien les besoins de ses usagers. Vous parliez donc du temps moyen de fréquentation, et sinon sur la première partie de votre réponse, vous vous basez sur le nombre d'entrées, le nombre d'emprunts de documents? Sur les deux en fait. Les deux. Sur la fréquentation in situ, et puis sur le nombre de prêts qui, d'une manière nationale, en fait, décroît régulièrement. D'accord. Et vous travaillez en partenariat avec la médiathèque locale? Alors, sur Bonneuil, sur le contexte local, en fait, la ludothèque est dans un bâtiment séparé de la médiathèque, oui, mais sur le même organigramme, donc rattaché à la médiathèque. Et on travaille là, sur le 2019-2020, à une fusion, un rapprochement entre les deux équipes. D'accord. Donc vous travaillez avec eux, vous les connaissez bien, et... On se découvre. Ah d'accord, vous vous découvrez. Et du peu que vous vous êtes découvert, ils vous ont dit que, effectivement, les emprunts de disques diminuaient, les emprunts de films diminuaient? C'est sur les bilans depuis 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. D'accord. Avec une décroissance régulière. Alors là, pour le coup, il y a un diagnostic très local. Ouais. Mais si on globalise
Alors, je serais peut-être un petit peu plus expert sur la région parisienne et j'aurais peut-être moins le contexte national, mais sur la région parisienne, c'est une évolution globale constatée, et c'est ce qui fait que sur plusieurs collectivités de la région parisienne, on a ces rapprochements qui sont étudiés, notamment en fin de mandat. D'accord. C'est visible aussi dans le domaine purement commercial. Les enseignes du livre se fournissent très largement en jeux de société contemporains pour compenser les pertes de vente en matière de lecture, tout simplement. Vous donnez un exemple ? La FNAC, pour ne pas la citer. Ah oui, les enseignes de livres, c'est ça que... D'accord, les distributeurs, ok. Oui, oui. Donc les grandes enseignes vendent de plus en plus de jeux, ce qu'on ne trouvait pas il y a 10-15 ans. D'accord. Ça rééquilibre un petit peu. Et les bibliothèques accueillent le jeu, certainement, pour développer l'activité. Ouais. D'accord. Antoine, vous avez vu vous confirmez ce que disent Vincent et Michel sur une sorte de transfert de flux d'un vase à l'autre ? Les rapprochements entre les médiathèques et les ludothèques, c'est des choses qui ont été faites soit quand il y a eu des équipements qui étaient d'abord une médiathèque et qui ensuite soit ont complètement créé une ludothèque à l'intérieur, soit ont rattaché une ludothèque déjà existante avec un service qui est rattaché, la municipalisation d'une association, et qui va créer en fait un espace où il y a du jeu qui va être créé. Donc là, en fait, c'est aussi deux mondes qui fonctionnaient déjà pas forcément de la même manière à la base, et qu'il faut retrouver, comme tu dois le vivre, un fonctionnement commun, quoi. Et qui ont beaucoup d'a priori les uns envers les autres. C'est en fait dans leurs relations, en France, les médiathèques et les ludothèques ont un passif un peu compliqué, puisque les ludothèques, alors c'est pas du tout ma vision personnelle, mais les ludothèques du coup ont toujours essayé de militer pour que le jeu gagne ses lettres de noblesse, mais sans jamais que les pouvoirs politiques leur donnent véritablement les moyens nécessaires à. Et justement, les médiathèques ont toujours vu les ludothèques comme des petites structures au fonctionnement pas toujours ambitieux, et en les regardant de loin, et aujourd'hui en disant finalement il va falloir qu'on récupère une partie de leur activité pour nous évoluer et nous moderniser. Voilà. Donc, encore une fois, d'une manière assez globale, il y a un passif qui du coup va complexifier un petit peu le rapprochement des uns vers les autres. On a observé exactement la même chose. En Belgique ? En Belgique, oui. Ouais. Dans la genèse des ludothèques, au départ, avec cette loi qui permettait donc de financer les bibliothèques de manière plus large à partir du moment où on avait une activité ludothèque à l'intérieur de sa bibliothèque. Un certain nombre de bibliothèques ont donc saisi la balle au bond pour acheter 20 ou 25 jeux pour pouvoir obtenir les subsides, mais sans développer réellement un service ludothèque avec une qualité, avec une réflexion, avec une formation de ludothécaire. Et donc forcément, il y a une spécificité qui ne peut pas satisfaire une ludothèque en bonne et due forme, je vais dire, avec un personnel formé, avec une connaissance des jeux et des spécificités d'un support culturel à part entière qui n'est pas le livre. Donc, bien sûr, oui, le rapport là peut pas être parfait en intégration. Ils ont quel cliché sur les ludothécaires, vos collègues de Pardon, la médiathèque ? Vous disiez chacun a des clichés sur les autres. Quels clichés ont-ils sur vous ? Ils nous voient sûrement comme un peu trop permissifs, avec du coup une relation particulière avec les usagers, parce qu'on a parfois du coup des liens forts, on a des usagers qui viennent régulièrement, presque quotidiennement du coup sur les structures, et donc on tisse du lien avec eux. Et les ludothécaires sont peut-être un petit peu plus centrés sur le public, quand les médiathécaires sont très centrés sur les supports. Ouais. Alors je parle de ça encore il y a quelques années, peut-être même quelques décennies maintenant, et justement en fait tout tend vers la convergence de ces représentations, avec là aussi une évolution pour le métier de ludothécaire et aussi une évolution pour le métier de ludothécaire. D'accord. Avez-vous des questions ? Ça fait un moment que vous n'avez plus levé la main. Ah, madame, je savais que le micro allait vous manquer.
Ouais, l'objet, le rapport à l'objet. Ça peut être assez croisé comme vision aussi. Il y a des médiathécaires qui ne sont pas trop dérangés par le fait que le livre vive et du coup soit usé, et puis tant pis, il faudra racheter, tant mieux même, parce que du coup il aura vécu. Et puis il y a aussi des ludothécaires qui ont du mal à voir leur objet du coup passer de main en main. Certaines ludothèques qui nagent un peu dans le luxe, elles sont rares mais elles existent, vont jusqu'à plastifier les billets de banque d'un Monopoly. Hein. Alors là, tu cites ici les Moulineaux. Je n'ai rien cité du tout, mais puisque tu l'as reconnu. Mais en Belgique francophone, ça existe aussi. Ça s'appelle la ludothèque de Marchand-Famenne. Voilà, mais ce sont quelques structures qui peuvent se permettre ce genre de choses. Mais là, effectivement, le respect de l'objet est quand même absolu. Hein. Moi, j'aimerais bien faire une interview de la personne qui a plastifié les billets, quand même. Vous l'avez presque en face de vous. Alors pour le coup, là aussi, ça a évolué parce que dans le temps passé, alors là, on est sur quelque chose de très concret, hein, sur le côté équipement des collections. Le temps passé à plastifier ces billets, en fait. Pour le Monopoly, c'est peut-être un peu différent, mais en fait, par rapport à l'objet de jeu de société, il y a aussi un côté conservation sur lequel on a du mal à se positionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, alors quand on cite Catan, qui est du coup toujours commercialisé et qui est toujours disponible, tout va bien. Mais quand je vous cite du coup, je vais vous citer un jeu comme Egizia, qui est sorti en 2011, qui est une petite pépite mécanique à laquelle il est très agréable de jouer, qui a été édité en 3000 exemplaires et qui est aujourd'hui introuvable. En français. En français, ouais. Du coup, vous avez envie de le protéger, de l'équiper de manière à lui garantir la plus longue durée de vie possible, avec une dimension de conservation. C'est vrai. Michel, je change un petit peu de sujet, où je lève un peu la caméra. Vous m'avez écrit pour préparer cette conférence parce que j'en reviens, on va bientôt boucler. Donc, je voudrais revenir inlassablement à ce titre de la conférence. Vous avez écrit qu'on assistait plutôt à une gamification qu'à une ludification des politiques culturelles. Oui. On a beaucoup parlé de vocabulaire. Hein. Je ne suis pas sûr, je ne comprends pas beaucoup de choses ce soir, hein, je suis désolé. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la différence entre gamification et ludification. Est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, entre game vient de l'anglais évidemment, jeu, mais l'anglais est plus précis que le français, en l'occurrence, puisque nous n'avons qu'un mot pour désigner le jeu et les jeux. Donc, game renvoie à jeu à règles, alors que play, c'est l'expérience ludique, l'attitude ludique. Et donc, lorsqu'on parle de gamification, c'est vraiment utiliser les mécaniques qu'on retrouve dans les jeux vidéo plus particulièrement, de récompense immédiate, de sollicitation du joueur, et avec un retour qui est très valorisant pour le joueur, évidemment, d'un point de vue motivationnel dans tous les domaines qu'on peut imaginer, et pas spécialement dans le domaine du jeu. Ça, c'est la gamification. On peut donc gamifier des pratiques culturelles, évidemment. Ça va permettre de drainer plus de monde, par exemple. Mais la ludification, en quelque sorte, ce serait amener plus de jeu, plus du jeu, plus finalement de créativité, de liberté, c'est quelque chose d'autre. Et donc c'est pas essentiellement motivationnel, c'est plus alors effectivement du développement personnel, des éléments d'autonomie du joueur. Et donc c'est un enjeu important de réinjecter du jeu dans notre société qui est quand même relativement sclérosée par les règles. Et donc, on a beaucoup de règles, on ne sait plus les identifier clairement. C'est un petit peu ce qui fait le succès du jeu de société, c'est que dans un jeu de société, on connaît les règles. Oui. Et donc, on va pouvoir exercer sa liberté dans un petit univers finalement assez feutré, où on a les repères. Et donc, par rapport à la vie quotidienne, où ça devient un petit peu difficile de prendre ses repères. Voilà un peu les deux défis entre gamification et ludification. Antoine? Mais il y a pas mal de choses dans le domaine des politiques culturelles qui veulent intégrer un peu de jeu parce que ça fait cool, quoi. On met un peu de jeu là-dedans, on met un peu de jeu là-dedans, donc ça va transformer les choses. On met un peu de jeu. Souvent, c'est-à-dire qu'en fait, on va
On va mettre un petit peu de jeu, mais au final, le principal, ce n'est pas le jeu. Le principal, c'est de mettre un petit peu de jeu aux alentours. Entre deux spectacles, vous pouvez faire un petit jeu. Pour pas les citer, des créations artistiques dans le cadre du voyage à Nantes, on va présenter ça comme une structure de jeu, mais je suis assez certain que Vous voulez dire une des oui, installations une installation, ouais. Voilà. Mais je suis certain que quelqu'un qui s'est intéressé et qui se questionne sur qu'est-ce qui fait jouer n'a pas créé ça. Donc on a demandé à des architectes ou à des artistes de faire du jeu, mais on n'a pas demandé à des gens qui savent, à des auteurs, en fait, de créer des installations avec les moyens et la portée que peuvent avoir du coup des reconnaissances comme des installations comme Voyage à Nantes, des choses comme ça. D'accord. Donc ça, c'est plutôt l'instrumentalisation du jeu, le côté game, plutôt que le jeu gratuit, en tout cas, on lui a pas donné les... Enfin, on veut mettre du jeu, mais il suffit pas de rajouter un toboggan, quoi, en gros. Alors, je veux pas balancer, hein, mais c'est un toboggan qui serait accroché à un château. Voilà. Bon, je vous laisse interpréter. Mais il y a plein de joueurs sur les tables de ping-pong bleues. Hein. Ah bah, moi j'en vois régulièrement. Ça fonctionne. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Non. Ça paraissait assez complet. Ouais, vous avez jamais fait du toboggan? Pas bleu. Pas bleu, pas sur un château. Avez-vous des questions? Oui, monsieur. On vous entend bien, mais malgré tout, le micro, c'est pas mal. Comme le phénomène de la bande dessinée qui est énorme en termes de choix et de propositions, comment on peut faire un ludothécaire pour proposer une offre la plus large possible, pour un public le plus large possible, lorsqu'il doit acheter, enfin, faire des acquisitions de jeux, en fait. Est-ce qu'il peut subir des pressions d'éditeurs en disant, bah tiens, prends tel jeu, ou même une espèce de collusion entre les ludothèques et les magasins de jeux de société? Vous êtes ludothécaire? Non. Bah, je suis jaloux de votre question, monsieur. Je réponds et puis tu compléteras. On a forcément, alors du coup, sur les grosses ludothèques, un lien avec l'industrie. Mais pour autant, en fait, on n'a aucune obligation. On s'en détache assez facilement. Et là, votre question, moi, du coup, je l'inscris dans notre politique d'acquisition. On se questionne beaucoup dessus. Sur ici les Moulineaux, il y avait du coup 2 structures. Une dédiée au prêt, l'autre dédiée aux jeux sur place. Et en fait, on a travaillé la politique d'acquisition de manière complémentaire pour que, au lieu d'acheter les jeux en double, en fait, on les fasse transiter de l'une à l'autre des structures. Et d'une manière plus globale, en fait, on s'est mis une obligation de recul par rapport à la production. On est sur, alors là, je parle uniquement du jeu de société, hein, on est sur quelque chose de très marketé, avec une durée de vie très courte, et on avait une demande du public. Et ben, on a pris un peu le parti opposé à cette volonté de nouveauté, en disant, on va prendre du recul et on va attendre en fait 3 à 6 mois une fois qu'un jeu est sorti, voir s'il dure dans le paysage, si la demande est toujours là, et puis comment il se situe par rapport au panorama des nouveautés 6 mois après. Et 6 mois, en fait, c'est quelque chose qu'on a trouvé tout à fait raisonnable entre l'immédiateté de la sortie et puis le fait d'avoir quelques éléments de recul. Voilà. Pour autant, il y a quand même énormément de jeux où on a analysé les choses de manière statistique. Je vais reprendre alors un exemple qui est plutôt jeune, mais Myrmes, sorti chez Istari. Au moment où il sort, donc on l'a quasiment le mois d'après, hein, il est équipé, il est prêt. Il y a eu énormément de jeux sur place. Il a été emprunté pendant 1 an. Et après cette année, donc quasiment jour pour jour. Et au bout d'1 an, et donc pendant 3 ans d'observation, il n'a plus jamais été réemprunté. Pour autant, d'aucuns s'autoriseraient à dire que c'était toujours un très bon jeu et qu'il est toujours dans les standards. Mais comment dire, la densification de la production fait qu'on est beaucoup dans l'envie de découvrir les nouvelles choses et peut-être moins dans la dimension de culture ludique, en disant, comme sur le jeu vidéo d'ailleurs, hein, en disant, en fait, ça peut être bien que si je veux être un joueur accompli, j'ai découvert ce titre-là, ce titre-là, ce titre-là, mais c'est pas forcément des titres qui viennent de sortir, c'est des jeux qui ont marqué leurs époques avec une évolution culturelle aussi et une évolution mécanique. Oui, il y a chez les joueurs de jeux de société et les joueurs de jeux de société, il y a ceux qui pratiquent beaucoup une envie permanente de nouveauté, d'aller toujours avoir quelque chose de nouveau. Et je pense que nous qui travaillons dans ce domaine-là, on est un peu sujet à ça aussi.
Et en même temps, quand on utilise vraiment du jeu pour le jeu qu'il est et avec tel ou tel public, c'est pas forcément le tout dernier standard qui vient de sortir qui va le mieux fonctionner. Donc on a aussi besoin d'avoir des jeux qui sont plus anciens, qu'on sait qu'ils fonctionnent, même si leurs auteurs sont morts. Et ah bah ça vous a coupé, cette histoire d'auteur mort. Et donc voilà, c'est important qu'on garde la dimension de classique et de faire découvrir les classiques. Là par exemple les love letters, je crois que j'ai dû en acheter une vingtaine depuis la sortie du jeu, parce que on les a pas tous plastifiés. Il a ressorti du jeu. Non, depuis la sortie initiale de love letter. Ah mais voilà. C'est déjà un jeu ancien. Oui, c'est déjà un jeu ancien, mais en fait, le nombre d'exemplaires est assez révélateur aussi. De se dire qu'on l'a fait découvrir, il s'est usé, mais en fait, on l'a racheté, parce qu'en fait, on a continué on a continué à le faire découvrir, et que du coup, il y avait toujours une demande, et les gens qui le découvraient appréciaient d'y jouer et d'y rejouer, malgré le fait qu'il soit sorti depuis quelques années. Et après, pour le rapport avec les éditeurs et les boutiques, les éditeurs, ils veulent vendre des jeux, beaucoup de jeux. Donc, est-ce que c'est un bon pari pour eux les ludothèques? Il y a du pour et il y a du contre, parce que c'est aussi un jeu qui est disponible gratuitement pour beaucoup plus de monde. Donc on n'est pas spécialement sursollicité pour être les promoteurs des dernières créations. Mais bon, c'est aussi un lieu qui va faire découvrir des gens qui auront peut-être envie de jouer. Donc c'est encore quelque chose qui est un peu entre deux, à part peut-être quelques grosses structures qui sont très importantes. Et puis il y a des visions différentes des éditeurs. Tout à l'heure, on parlait aussi du jeu dématérialisé, je crois, avec par exemple les Colons de Catane, qui existent en version plateau, que vous allez pouvoir découvrir à travers une application. Et les éditeurs vont avoir une vision radicalement différente. Pour certains, du coup, c'est avant tout un support de communication. Et d'ailleurs, certaines adaptations n'ont que cet objectif-là. On veut développer ce jeu-là en version dématérialisée pour continuer à faire connaître le jeu de base. Et puis d'autres vont se dire, mais en fait, je veux surtout pas d'application parce que je vais vendre au moins de boîtes. Je suis pas du tout dans un rapport qui m'intéresse par rapport à ça. Et donc le côté dématérialisation et puis adaptation de jeux de société a eu du coup des essors, un essor différent en fonction de la vision de l'éditeur. Oui, Antoine. Et du coup, pour la question d'où on achète les jeux, acheter les jeux dans les boutiques, c'est aussi participer à soutenir le monde ludique en fait dans son ensemble. Les petites boutiques, c'est aussi des gens qui conseillent des jeux, donc chacun, nous en tant que structure, on va plutôt essayer de soutenir les autres acteurs du jeu qui sont à côté de chez nous. Donc on ne peut pas vraiment considérer qu'on peut n'acheter que des jeux produits en France. Il y en a très peu. Les jeux de société sont fabriqués en Chine, généralement. Donc, si on veut faire un choix éthique sur notre consommation, le seul moyen, c'est de le faire en achetant pas sur Internet, en achetant direct à la petite boutique qui est à côté de chez nous. Et là, tu profites de ta liberté associative, parce que nous, en tant que structure municipale, Justement, je voulais vous demander quelle est la bonne articulation entre les ludothèques associatives et les ludothèques municipales. Comment vous travaillez avec les ludothèques de l'Agglo, par exemple, à la Maison des Jeux? Est-ce qu'il y a du partage? Est-ce qu'il y a de la co-organisation? Est-ce qu'il y a de la concurrence? J'avais pas l'impression qu'elle était compliquée à ce moment. Non, c'est pas si... La Maison des Jeux, c'est une association qui est ressource, donc elle est sollicitée par des structures associatives et des structures municipales pour aller faire des partenariats, des échanges. Donc je pense qu'il n'y a pas de question particulière à se poser entre c'est plutôt des fonctionnements en interne. Entre il y a des ludothèques municipales qui sont donc des services publics, donc un service qui est rendu aux habitants, et puis des ludothèques associatives qui sont des projets associatifs, donc des adhérents qui portent ensemble une association. D'accord, je vous pose la question, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une différence, parce que Vincent disait vous avez plus de liberté en tant que structure associative. Oui, parce que du coup les municipalités ont des marchés publics et du coup n'ont pas exactement la même... politique d'achat. Nous on peut aller avec un chèque dans la poche... Bien sûr, Michel. Dans le domaine associatif, il y a
un foisonnement, une richesse historique en France qui est particulière, puisqu'on est dans le domaine de l'éducation informelle, comme dans le domaine de l'éducation formelle et de l'enseignement. Le jeu est relativement mal vu. Forcément, l'éducation informelle a pris plus de place au niveau du jeu. Et il y avait vraiment, historiquement, beaucoup de ludothèques associatives, un gros mouvement des ludothèques de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, progressivement, c'est un bien d'une certaine façon. Beaucoup de municipalités ont pris le relais. Et donc, la proportion de ludothèques municipales commence à devenir beaucoup plus importante. Et d'un autre côté, il faut bien constater que le monde associatif a quelques soucis actuellement au niveau des supports financiers. Alors, on peine à avoir des chiffres, mais oui, je pense que la tendance s'est totalement inversée sur la dernière décennie. Donc il y a une évolution de ce point de vue-là qui est très nette. Très bien. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Il est 22h. Merci à vous d'y avoir massivement participé également, en posant beaucoup de questions, en faisant des apports. Je vous rappelle donc que ce débat a été organisé dans le cadre du Festival des Jeux. Il y aura des façons de le prolonger à la bibliothèque samedi 9 février à 16h30 dans l'auditorium de la médiathèque Charles Gauthier Hermelande. Projection gratuite d'un documentaire, Les jeux vidéo à la conquête du monde, de Jean-Daniel Bobensblust et Patrick Léger. Et puis une sélection de documents que vous pourrez retrouver à la bibliothèque sur le thème du jeu, vendredi 8 et samedi 9, toujours à la bibliothèque d'Hermelande. Et puis, je vous annonce également le prochain thème de place publique. Ce sera le 14 mars, Mon féminisme, le seul, le vrai, à l'occasion de la journée mondiale pour les droits des femmes. Voilà. Merci beaucoup à vous, public. Merci beaucoup à vous, messieurs. On peut prolonger la discussion autour d'un verre tout de suite.